bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode, le numéro 5 de l'éclaireuse pour la crypte. Aujourd'hui, on reçoit Élodie Luet, une femme dans la crypto, une femme dans le bitcoin. Bien sûr, je ne pouvais pas ne pas l'interviewer, hein, c'est pas qu'on a beaucoup de femmes dans la crypto, hein, donc seulement 5 épisodes pour l'instant. Alors merci Élodie d'avoir, dit OK pour, être interviewée aujourd'hui. Comment ça va? Bah, déjà, merci Delphine pour ton invitation. Je suis très ravie de pouvoir répondre à tes questions aujourd'hui et ça va très très bien. On est vendredi, donc tout va bien. On est en vendredi, on a effectivement le flow du week-end qui arrive. Tu as beau temps à Saint-Quentin? Pas vraiment, mais bon. Ah! Bon écoute, moi j'ai beau temps à Saint-Laurent. Donc Ah, la chance. alors Élodie, bah, je vais te présenter, pour ceux qui ne te co ou celles qui ne te connaissent pas. Élodie, toi et moi, on s'est rencontrés, je pense sur LinkedIn, comme beaucoup de rencontres, B2B, dans la crypto que j'ai faites. Mm, Il s'avère qu'en fait, tu es une femme, très aventurière parce que tu as pris la mission, le combat de mettre en place et d'installer les paiements crypto, dans les boutiques, dans les shops et mm. peut-être même les entreprises, mais d'abord les boutiques, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait et que tu es la fondatrice donc de SQY Wallet, autrement dit Saint-Quentin en Yvelines porte-monnaie. Oui, si on veut tout traduire, oui. Et donc en quoi, ça consiste et comment t'es venue l'idée? Comment t'as décidé de prendre en charge cette mission pour le Web3? Alors, comment m'est venue l'idée? C'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin, effectivement, le côté investissement, bah, c'était la première porte d'entrée. Mais je me suis tout de suite intéressée au côté paiement et moyen d'échange. Parce que, on va dire de par mon origine africaine, Bitcoin, ça m'a paru comme une évidence tout de suite de me dire: «Bah, tiens, mais ce truc-là, c'est un moyen de paiement qui est redoutable, qui est hyper intéressant, efficace». Donc j'ai vraiment creusé en fait, cette partie, cet aspect du Bitcoin. Et puis un jour, j'ai pris BTC Map, donc qui est une map, qui référence, bah, les commerçants qui acceptent, le bitcoin, on va dire dans le monde entier. Et je vois que, bah, autour de moi, donc à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y avait, 2 commerçants, enfin un à Versailles, donc on n'est même pas à Saint-Quentin, et on avait un ou 2. Et je me suis dit: «Mais, enfin, il faudrait quand même, qu'il y ait quelque chose». Donc avant même de lancer l'entreprise, j'ai commencé à demander aux commerçants, bah, est-ce que ça les intéressait, d'accepter les paiements en bitcoin. Donc, enfin, c'était pas vraiment de la prospection, mais c'était juste pour comprendre pourquoi, il y avait personne qui acceptait, les paiements, en bitcoin. Et je me suis rendu compte de quelque chose, d'assez, on va dire, troublant quand on est dans l'écosystème crypto, parce qu'on a l'impression que, ça bouillonne et que vraiment, l'adoption, c'est pour tout de suite et que tout le monde va se mettre à la crypto du jour au lendemain. Et quand tu parles à des commerçants, aux gens dehors, enfin, il y en a même qui te disent: «Bah, moi, bitcoin, enfin, à part en avoir entendu parler à la télé, je sais pas du tout ce que c'est». D'autres personnes qui me disent: «Mais bitcoin, je pensais que c'était illégal ou que ça avait été interdit. Ah, ça fonctionne encore». Enfin, des réponses, Et là, on est qui en m'ont quelle année? bah, c'était en 2000, fin 2023. C'était quand même, étonnant en fait ces réponses. Et du coup, je me rends compte qu'il manque déjà, et puis il y en a quand même qui poussaient la curiosité en me disant: «Bah, si tu poses la question, est-ce qu'on peut encaisser en bitcoin?» Je fais: «Bah, à la base, bitcoin, est fait pour ça, en fait. Donc oui, on peut encaisser en bitcoin, il y a des solutions». Donc je me suis rendu compte que les gens n'encaissaient pas en bitcoin parce qu'ils n'avaient aucune idée déjà qu'on pouvait le faire. Et d'autre part, il y avait un gros manque, en fait, de connaissances, de compréhension, en fait, de ce que c'était bitcoin. Donc je me suis dit: «Bon, problématique, donc c'est une opportunité, en fait, bah, de créer, du business». Donc je me suis formé. Bon, déjà pour investir, je passais, pas mal de temps à regarder des vidéos, mais quasiment tous les soirs, voilà, toutes les chaînes, crypto, je les ai beaucoup écumées. Et puis du coup, j'ai décidé de me former, chez Alira pour avoir une certification et puis avoir une approche, pédagogique et une compréhension structurée, en fait, du sujet. Et puis du coup, en 2024, je me suis dit: «Bon allez, lance-toi».
faisiez quelle formation, chez Alira qu'on salue au passage? Alors j'ai fait, la formation consulting blockchain Mmh et mh. puis j'ai embrayé en fait sur la formation DeFi. Donc Mmh. du coup, j'ai fait les 2 l'une à la suite de l'autre. D'accord et ça t'a apporté finalement des compétences techniques que tu n'avais peut-être pas? Normalement, je crois qu'on sait coder, hein, quand on va chez Alira, on doit déjà savoir coder un peu, non? Je me trompe? Bah, quand on veut faire la formation développeur, oui. Ouais, Effectivement, c'est vraiment très orienté développeur. Il faut avoir des compétences en dev. Après, la formation consulting, un peu moins. Ça s'adresse souvent à des personnes même, qui viennent des métiers comme expert comptable et tout ça, donc pas forcément, de besoin de compétences techniques, poussées, mais ça aide en fait de comprendre déjà. Après moi, je suis ingénieur de formation, donc j'ai ingénieur informatique de formation, et puis, on va dire j'ai travaillé, toute ma vie, en tout cas dans ma carrière, c'était vraiment dans des métiers, très techniques, où on touchait directement à de la production informatique. Donc ce côté-là, en fait, technique de la chose, me faisait pas forcément peur, mais j'avais besoin de comprendre l'écosystème économique. Parce que, ce qui moi, j'ai pas du tout, en fait, comme je disais, de background financier. La finance, c'est quelque chose qui est assez abstrait, en fait, pour moi, qui l'était, en tout cas. Même les questions autour de la monnaie et tout ça, moi, c'était je me posais pas vraiment de questions par rapport à ça et faire, la formation chez Alira, ça m'a permis, justement, de concilier les 2 et de bien comprendre que Bitcoin, c'est un mélange de technologie et d'ingénierie monétaire. Donc voilà, tout à fait. Tout à fait, c'est ça, ingénierie, monétaire, ouais. Donc en fait, tu t'es dit: «OK, bon, bah, il y a zéro boutique, qui paye en crypto. Les gens, ils savent même pas ce que c'est la crypto, ouais. mais il y a un marché, quoi». Il y a un marché. Bah, d'autant plus qu'après, j'ai pas, focalisé, seulement sur Bitcoin, mais je me suis dit: «La crypto en général», sous-entendu parce que pour moi, c'est vraiment les 2 cryptos qui, se prêtent bien au paiement, c'est Bitcoin et les stablecoins. Parce que Mmh. d'un côté, j'ai aussi vu, on va dire, l'astéroïde stablecoin en fait, qui arrive et pareil en fait, tout de suite, moi, je me suis pas dit: «Ah les stablecoins effectivement c'est intéressant en fait, pour swapper et ne pas Mmh. passer par la case impôt». Je me suis dit: «Mais c'est génial en fait pour envoyer de l'argent partout dans le monde et l'utiliser comme moyen de paiement en fait, en utilisant, le côté, intéressant de la technologie blockchain». C'est là peut-être où justement, ton origine africaine, a pris le dessus. Parce qu'on sent bien qu'effectivement, dès qu'il est question d'Afrique, il est question d'envoi d'argent. Tout à Très fait. C'est Et quand clair. on a Western Union, c'est combien de frais? Je sais pas, c'est 10 de frais. Enfin, tu envoies 50 €, tu as 50 € de frais, autant te dire. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il y a un petit réflexe de dire: «On va toujours chercher les solutions les plus simples, en fait, pour transférer l'argent». Mmh. Donc c'est vrai que, c'était des usages, en fait, qui me sautaient aux yeux, tout de suite, quoi. Très bien, très intéressant. Tu découvres le bitcoin, il y a combien de temps à peu près? Alors le bitcoin, la découverte, en fait, je vais décrire mon approche du bitcoin comme un bruit sourd. En fait, des fois, un truc que tu entends au loin. C'est que tu as un bruit, tu sais pas vraiment ce que c'est, mais tu l'entends au loin et le bruit se rapproche. Donc c'est un peu comme ça mon histoire, avec Bitcoin parce que, bah, ça commence, à l'école d'ingénieur où quelqu'un, qui a dit: «Ah, il y a des personnes en fait qui ont réussi à échanger 2 pizzas avec du Bitcoin». Donc en gros, dans cette phrase, enfin, je comprends absolument rien. Je fais: «Mais de quoi ils parlent? Ils ont échangé?» «Ah oui, non, mais c'est un protocole, sur internet qui permet de s'échanger de l'argent». En plus, c'est en école d'ingé, donc tous les trucs qui sont geeks et nouveaux, bah, on y est intéressé. Donc Oh, on est en 2010, hein, du coup, quand tu entends ça. ouais, Je ouais, ouais, moi ouais. même, en 2010, personnellement aussi, j'ai un pote qui dit: «Ouais, il faut absolument que tu achètes du bitcoin, parce que c'est la monnaie de demain». Le truc c'est le truc de demain, tu verras, c'est et là, je dis: «Mais comment c'est C'est possible qu'on détourne, l'usage de la monnaie avec un truc que personne ne connaît, donc elle a pas l'air du tout officielle». Donc pareil, je laisse passer ma chance, quoi, tu vois? Je je donne ma place. ouais, c'est en fait, c'est souvent la première fois quand on entend parler de Bitcoin,
Enfin, on se dit: «Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, quoi?» Enfin, Mmh, on c'est comprend vrai. rien à ton truc, puis c'est forcément frauduleux et illégal. Qu'est-ce que c'est que ça? Une monnaie Voilà, intéresse je comprends pas. Où ça? Où comment tu voilà, fais? c'est ça, c'est quoi? Où ça se trouve? Bon, Voilà, en donc plus, du on coup commence tout juste à manœuvrer internet, Facebook. Moi, je m'inscris sur Facebook en 2008. Tu vois le truc? Tu commences tout juste à comprendre Facebook, donc exactement. Donc on te rajoute bitcoin dessus, genre, mais enfin, non, arrête, quoi. Donc donc 2010, donc OK, donc là, tu as un premier écho un et premier écho, mais vraiment le bruit est hyper loin. Ensuite, il commence à se rapprocher, un tout petit peu parce que j'ai un ami en fait, qui me dit: «Ah, je vais essayer de manipuler en fait, Bitcoin» et son retour d'expérience c'était: «Ah bah, c'est hyper compliqué, il faut télécharger, un wallet et tout ça». Enfin, il a fait des petites bidouilles et bah, il son retour c'était que c'était trop compliqué donc bon, mmh. donc Ah donc les ça a le freiné l'adoption, en fait, le côté voilà, le même côté même pour des compliqué. chèques. Ouais, ouais, ouais. Exactement, parce que, l'ami dont je parle, bah, il est ingénieur comme moi. Mais bon, il a bidouillé, après il a laissé tomber. Ensuite, j'en entends parler, cette fois pas de Bitcoin, mais d'Ethereum. Je sais 15. plus 2018 ou 2017 où il y a un collègue qui vient me voir, et qui me dit: «Ah ouais, en fait, on va» parce que j'étais chez EDF à l'époque, «on va faire un projet, en fait, de traçabilité de l'énergie verte en utilisant la blockchain Ethereum». Mais non, tu déconnes? Attends, mais précisément, je donne cet exemple pour la blockchain privée dans la crypte. Je parle de ça parce qu'eux, ils ont travaillé avec Ledger aussi ils ont fait des boîtiers Ledger pour aller sourcer, pour aller Oui. capter, la data, sur leurs panneaux solaires pour c'est pas le même projet? C'est pas pareil? OK, Non, vas-y, c'est continue. pas le même projet. Enfin, en tout cas, OK. je peut-être bien parce que, bah, quand le collègue, il me parle de ça, enfin, déjà, pourquoi il m'en parle? Parce que, à l'époque, moi, je suis sur un projet, chez EDF de pousser l'adoption du cloud. Donc, en fait, tout ce qui est, on va dire, conteneur informatique, à l'époque, en fait, c'était pas très développé, chez EDF et moi, je m'étais donné comme mission, on va dire une auto-mission, bah, de convertir les autres collègues et puis je monte en compétence sur une technologie, en fait, à l'époque, qu'on appelle Kubernetes, que personne, en fait, ne connaît à l'époque chez EDF et puis avec un groupe, d'autres personnes qui connaissent ça, bah, on en parle, on fait un peu d'évangélisation, donc on va dire, on est un peu, les ovnis des gens qui parlent de trucs que personne ne comprend. Donc le collègue, il se dit: «Ah tiens, mon histoire de blockchain, ça peut parler, en fait, à ces personnes parce qu'elles aussi, en fait, elles sont un peu dans leur monde», voilà. Donc puis on avait mis en place une plateforme, en fait, de test et il me demande est-ce qu'il peut pas, héberger, les front-end, en fait, de sa plateforme, donc on va dire l'équivalent de la partie DApp à l'époque, sur, sur cette plateforme de conteneurs. Donc moi et puis du coup, il m'a présenté le projet, il m'a dit: «Voilà, on utilise la blockchain Ethereum, mais par contre Ethereum, les gas fees, c'est un peu cher». Donc en fait, tous ces mots, à l'époque, voulaient pas dire grand-chose, en fait, pour moi. Donc moi, je me suis focalisé sur ce qu'il voulait faire. Donc avoir des front-end, faire de la traçabilité de l'électricité. Donc bah, ce collègue, on discute beaucoup et donc bah, je l'aide avec mon équipe parce que je pilotais une petite équipe à l'époque, à déployer son projet, en fait, sur ma plateforme et après, bah, son front-end, il appelle, en fait, la blockchain Ethereum, mais c'est la deuxième fois où j'entends encore parler de blockchain, bah, du coup Bitcoin et tout, donc il me parle d'Ethereum. Donc là, je vais revoir mon ami, en fait, qui avait manipulé un peu Bitcoin. Je fais: «Ah tiens, mais bah, faudrait peut-être qu'on en achète aussi», donc voilà, parce que le collègue à l'époque, il me dit: «Bah oui, on peut en acheter, plus simplement maintenant». Donc c'était l'arrivée, je pense, des exchanges. Du Ouais. coup, au lieu, bah, d'aller m'inscrire sur un exchange et acheter du bitcoin, mon ami, en fait, il me dit: «Mais bitcoin, je sais plus à combien c'était passé. En tout cas, c'était très cher, dans les 10 000 ou 12 000 $. On était, je crois, dans un pic de marché et on se dit: «Mais bitcoin, c'est trop cher, donc on peut pas en Tout pareil, acheter», voilà, tout c'est ça, pareil. parce qu'on a tellement pas creusé le sujet qu'on savait pas qu'on pouvait en acheter, Bien des sûr. fractions.
Bien sûr, bah, bien sûr, mais c'est-à-dire que alors moi quand j'en avais réentendu parler, c'était 1 000 $ et quelques et je fais: «Bah, un mois de salaire, c'est mort quoi, Ouais, c'est impossible». mort. Ça y est, je suis passée à côté, mais je crois bon, je crois que tout le monde, on est tous pareils. Et du coup, on a la bonne idée, je du coup, le copain en question, il me dit: «Allez, je vais créer un compte sur une plateforme». Je crois, qu'il avait choisi, je sais pas, eToro, enfin, je sais plus laquelle. Et moi, je lui dis: «Bah, comme je vais pas le faire, je te donne, 400 € et tu investis à ma place». Et bah, du coup, on fait un fichier Excel et on se dit: «Bah, on va prendre les cryptos dont le prix est en dessous, d'1 €. Comme ça, si ça fait comme Bitcoin, bah, on sera riche». Très bien, très instructif de toute façon. On finit par perdre notre argent, OK, tu voilà. avais oui, bah, tu à l'époque, il devait y avoir, il y avait quoi? Le XRP que c'était déjà là, je pense, Voilà, c'est ça, il y avait XRP, je sais pas s'il y a, enfin, en tout cas, il y avait Tron, ah oui, parce que je me souviens, je sais qu'il y avait Tron dans le lot, et puis Ethereum, on se dit: «Bah, pareil, non, mais nous, on prend des trucs où personne n'est dessus», parce que si c'est moins de d'1 €, c'est que personne, n'est ouais, dessus. Donc on fait aucune analyse de quoi que ce soit, enfin, ni étude de marché, on met notre argent. On sait même pas dans quelle phase de marché on est, si c'est le moment de sortir ou d'entrer, enfin, rien du tout. Et on s'est dit: «Bah, on va attendre, en fait, des années pour voir ce que ça donne». Enfin, ça aurait OK, pu bien se passer, mais au ouais, final, voilà, ça n'a rien donné. Et du coup, c'est en 2023, donc juste comme je disais, le bruit, il commence à se rapprocher, hein. ouais, ah oui, là, quand même, oui, là, oui. Voilà, c'est ça. Là, ça commence à bien bourdonner, en fait, dans l'oreille en disant: «Bah, faudrait peut-être que tu étudies, en fait, ce truc de façon Ça t'a sérieuse». découragée, ça t'a Ouais, pas découragée? Ouais, non, ouais, non, ouais. pas du tout. Donc je commence à m'intéresser à l'investissement. Et bah, ça intervient dans une période, en fait, où j'étais en congé maternité, plus hospitalisation de ma petite parce que, elle est née en avant terme, donc elle est restée, à l'hôpital, pendant un moment. Donc on va dire, j'ai, un peu de temps libre parce que, bah, voilà, je suis à l'hôpital tous les jours, donc voilà. Et bah, je commence, à me dire: «Ah ouais, bon, quel est le sujet compliqué auquel je peux m'intéresser?» Donc je m'intéresse à l'investissement parce que du coup, je me dis: «Ah ouais, maintenant avec la petite, faudrait peut-être, très tôt réfléchir à comment lui payer des études, parce qu'il y Très a bien, l'inflation très qui bien. arrive». Et je Oui, commence ouais, à avoir des idées comme ça en disant: «Ah ouais, mais enfin, comment enfin, faut préparer quand même un peu l'avenir parce que maintenant, enfin, c'est plus toi et ta pomme, quoi. Il y a quelqu'un, qui compte sur toi». Donc je commence à regarder comment investir par-ci, par-là, mais c'est un peu désordonné, en fait, au début. Je m'intéresse aux ETF, je m'intéresse à 1000 trucs, en fait, à la fois. Et j'imagine que tu t'intéresses au plan d'épargne, un livret jeune, un truc voilà, ce genre de trucs. Et bah, du coup, je fais: «Ah tiens, je vais l'ouvrir peut-être son livret A, elle aussi», enfin, ce genre ouais, de choses. Et d'un coup, et puis j'avais même investi déjà en bourse, enfin pareil, en 2021, ouais, j'avais investi en bourse, et j'étais chez OVH à l'époque, donc j'avais acheté des actions OVH et j'avais acheté des actions Ubisoft. Et j'avais limite perdu mon mot de passe, en fait, pour mon broker, parce que je m'étais tellement pas intéressée, en fait, à la chose. Je me dis: «Bah, j'ai investi là-dedans, on verra». Pendant le covid, j'avais investi en actions sur Bourseau, en fait, via un truc piloté, mais j'avais mis genre 50 balles. Ouais, je crois que j'avais eu le crâne du Covid et mes 50 balles, ils étaient passés à 25 et je me dis: «Mais enfin non, non, enfin ça fait trop peur ce truc-là, je m'en éloigne». Et en 2023, je commence à recoller tous les bouts, en fait, de ces différents puzzles. À me dire: «Mais enfin voilà, donc l'investissement, les cryptos, et cetera, et cetera». Et donc bah, pour la première fois, je tape, en fait, dans YouTube, comment acheter du bitcoin et c'est d'accord. quoi, en fait, Bitcoin, en réalité, pour bien comprendre. Et après, je lis le livre blanc. D'abord, je commence à regarder des vidéos de hacheurs. Ensuite, il y en a un autre, Julien Roman ou Normand, enfin, je me souviens plus de son nom. Et là, en fait, en lisant le livre blanc, enfin, je m'en veux terriblement parce que je me dis: «Bah, en tant qu'ingénieur, quand même, tu aurais pu lire ce truc, depuis longtemps parce que, bah, toi, ça te parle, en fait, c'est ton métier, l'informatique». Ouais, Donc ouais. Je note que le livre blanc, honnêtement, il est, hyper accessible pour n'importe qui, hein, tout à fait. franchement, je Et cherche puis encore la complexité. Quand on est ingénieur, on se dit:
«Quoi? Pair à pair?» Attends, parce que tu sais, ils se disent les mecs: «Mais c'est pas possible que tout le monde soit à jour en même temps, plus il y a d'utilisateurs», tu vois? C'est En ça. fait, ils montent là. Moi, je dis pas, je dis: «Bah, OK, c'est possible». Il y a pas C'est de pro possible, c'est vrai. En fait, quand tu es ingénieur, tu peux dire: «Mais c'est pas possible son truc». Mais après tu fais: «Mais attends, si, parce que» et d'un coup, c'était une grosse claque et je pense qu'il y avait un peu de, comme un sorte de remords en me disant: «Mais quand même par curiosité intellectuelle, tu aurais pu t'intéresser plus en détail». Parce que du coup, la blockchain à l'époque, je comprends ce qu'est la blockchain. Parce que du coup, par le projet en fait que j'ai fait Mmh. avec, mon collègue, bah, la blockchain, il a eu le temps de me l'expliquer. Donc et moi aussi j'ai lu quelques bouquins en fait sur la blockchain, mais tu sais à l'époque, il y avait ce côté, bah, la blockchain, c'est une technologie auquel on croit, mais Bitcoin en fait, ça nous intéresse pas. Donc moi j'avais Ouais. on va dire ce prisme en fait, Non, attends, tu étais team cloud, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça, exactement, Team Cloud, donc peut-être que, bah, on peut faire des blockchains, en fait, qui mmh, vont s'intégrer dans un cloud. Donc la blockchain, en fait, je l'avais bien comprise et assimilée à l'époque, mais le Bitcoin en tant qu'actif et toutes ses caractéristiques, j'étais complètement passé à côté. Donc un jour, on me parle de la blockchain, c'était il y a 6 ans. Je sais pas si tu connais Youssef Koutari, il est aussi sur LinkedIn, c'est un top oui, oui, breaking. Tu vois ouais, qui je vois qui c'est, ouais. À l'époque, il travaillait chez Oracle, hein, et en fait, il installait la blockchain donc chez ses clients. Donc lui, une blockchain, j'entends ce mot déjà il y a super longtemps, tu vois? Ouais. Je lui dis: «Mais explique-moi, c'est quoi la blockchain?» Et il me dit: «Vraiment, écoute, c'est juste un moyen de sécuriser le transfert des données». Encore comme le bitcoin, tu vois? Je me dis: «Mais sous quelle forme? Mais comment? Mais comment?» Informatiquement, enfin, tu vois? J'arrivais pas à visualiser ce protocole de blockchain. Bon, juste retiens, ça permet de sécuriser le transfert des données. OK, mais par rapport au cloud, je voyais pas la différence. Moi Ouais. non plus, je comprenais rien, tu vois? Voilà. Donc pas facile, hein, de vulgariser tout ça. Heu, Ouais, ouais, c'est effectivement, c'est comme si en fait on avait plein de petites briques à gauche à droite et il faut arriver à tout concilier et voir que c'est quelque chose qui converge vers la notion, pour moi de confiance. Donc comment faire en fait pour, retirer la notion de confiance dans une entité centrale et de faire en sorte que le système fonctionne quand même. Donc en une fait entité centrale ou même une personne. Avec tous les biais qu'on a, que, on donne plus facilement au beau, au joli, au beau esthétiquement, que si c'est ton ça. visage est bien symétrique, tu attires plus la confiance, que ceci, cela. Ça y est quoi, on se Voilà, c'est ça. Si tu es en costard cravate, c'est que tu peux pas place. disparaître avec mon argent. C'est ça. Donc ça c'est super quand c'est bien utilisé, hein. Et donc j'imagine là tu comme nous, une fois qu'on comprend, tu tombes en amour, avec le bitcoin, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est ça a été, incroyable donc je lis, je me documente, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. En fait, tout fin 2023 et 2024, c'était que ça. Mais en parallèle, en fait, je commence aussi, en fait, à me dire qu'il faut que je change, en fait, de voie parce que je commence un peu enfin, pas stagner parce que dans le domaine du cloud, bah, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Mais je commence à me dire: «Est-ce que ce serait pas le moment, en fait, de suivre une autre voie?» Et la voie entrepreneuriale, en fait, elle m'a toujours appelé parce que j'avais déjà eu d'autres, aventures entrepreneuriales mais toujours en parallèle, en fait, de mon activité professionnelle principale. Donc, j'avais créé une plateforme, en fait, de livres audio, en fait, pour aider les auteurs africains à J'ai vu transformer ça. voilà, c'est ça. Mmh, Donc j'ai j'avais vu. ça, j'avais fait Incroyable. une j'avais fait une plateforme pour référencer les commerces africains, enfin pas les commerces, mais les restaurants. Parce que ça partait d'une frustration. Quand je suis arrivée en France au début, des fois, tu as besoin de manger la nourriture de chez toi pour, retrouver le moral. Parce qu'en Ah vrai, oui. Tu as quand déjà tu cherché un camembert, au Japon toi? Parce que vas-y, c'est ça, ça peut être compliqué. En vrai, en fait, quand tu petite parenthèse, en fait, quand tu arrives d'Afrique la première fois, l'hiver, en fait, c'est quelque chose d'hyper dur. C'est, mmh. Dis-moi, tu arrives quand toi en France, hein? j'arrive en France en août 2009. OK.
Donc juste à Donc la naissance de Bitcoin, quoi, ouais, incroyable. juste à la naissance de Bitcoin, bah, j'arrive en France, donc voilà, j'arrive, c'est aussi une renaissance pour moi parce que, moi, la France, je la vois à la télévision, pour moi, c'est forcément, des belles maisons, c'est forcément, enfin, c'est Wisteria Lane, en fait, la France, parce que je le vois que par les films. OK. Et toi, tu viens de Côte d'Ivoire, c'est ça? Ouais, je viens de Côte d'Ivoire Très parce bien. que, bah, enfin, voilà, on regarde TF1, toutes ces chaînes, voilà, donc la France, on la voit sous ce prisme et moi, j'arrive, bah, j'habite en cité avec mon tonton, donc je vois une autre facette, en fait, de la Oui. France d'un coup et j'avoue qu'au début et puis après s'enchaîne l'hiver, donc les premiers mois là, en fait, c'était un peu, la déprime. Bah ça, bah oui, bien sûr. Ouais. Bon, bah, tu étais jeune, tu ne savais pas. Donc du coup, voilà, donc l'aventure entrepreneuriale, donc justement par cette frustration de se dire, bah, quand tu arrives, trouver un restaurant, africain parce que moi j'ai de la chance, j'arrive, en famille, donc on sait les endroits, déjà, par les tontons et les cousins qui sont déjà là. Mais bah, quelqu'un qui arrive et il y en a beaucoup qui arrivent, ils ne connaissent personne, ils sont seuls en fait, ici. Donc je me dis: «Bah, je vais créer cette plateforme, qui référence, enfin avec des amis, des restaurants, africains, voilà, où les gens ont une base de données pour, un peu la fourchette en fait des restos africains». Donc bah, après ce projet-là, bah, en fait, c'est toujours pareil, lorsqu'on veut faire décoller, tout est une question d'énergie. Lorsqu'on veut faire décoller une fusée, on va pas en fait, mettre la somme d'énergie, un jour après l'autre. On va pas diluer l'énergie, il faut la mettre, on va dire de façon massive en même temps pour que ça fasse décoller une fusée. Et ça, en fait, moi, je l'avais pas compris au début, parce que, je me suis dit: «Bah, je vais faire mon boulot chez EDF, en même temps faire 1000 trucs à côté». Et puis, bah, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, bah, tu es rattrapé, par tes problématiques de cloud, et tes incidents au travail, donc tu te désintéresses de ton projet. Je refais la même erreur avec mon deuxième projet entrepreneurial, mais la troisième fois, enfin, donc cette aventure, en fait, que j'ai démarrée, depuis cette année d'ailleurs, bah, je me dis: «Bon, là, tu as compris beaucoup de choses, maintenant, en fait, il faut que tu y ailles à fond et te dire, bah, si ça fonctionne, bah, au moins, voilà, tu auras mis l'énergie pour et puis si ça fonctionne pas, bah, tu sais que, bah, tu aurais pas dû te lancer là-dedans, mais tu auras vraiment, essayé, avec tous les Mmh. moyens». Mais en plus, en même temps, ça te met pas un peu la pêche du fait d'être complètement en rupture avec tous ces clouds, qui j'imagine, sont souvent hébergés par AWS? Enfin, Pose, donc Amazon Web Services qui collecte 80 voire 90 de nos données. Ça te met pas en rupture justement, de travailler là-dedans et Bah, en fait, ça me met en rupture, mais ça me donne aussi, on va dire, une vision de l'intérêt qu'on peut avoir, en fait, d'une solution décentralisée. Je pense accélérer le fait que j'ai travaillé, en fait, dans le cloud, je pense que ça a accéléré ma compréhension de Bitcoin, notamment. Mmh mh. Et Mmh. de l'intérêt d'avoir un système, qui fonctionne par consensus, qui est décentralisé et la résilience parce que, bah, moi j'étais ingénieur, de prod, donc c'est-à-dire même, mon objectif en fait quand j'arrivais au boulot, chez EDF, c'était, bah, de faire en sorte que, la production ne tombe pas en carafe. Donc toujours à trouver des solutions, bah, pour que ça marche, pour que le système il tienne et qu'il soit résilient, pardon. Et j'avais même étudié à l'époque quelque chose qu'on appelait le chaos engineering, qui poussait en fait, le «vice» entre guillemets de la résilience au loin, en disant pour qu'un système soit résilient, il faut l'attaquer tout le temps. Donc il faut quelque chose dedans où en fait on appelait ça le chaos monkey. Donc imaginons, tu as un singe qui rentre dans un data center et qui commence à casser des trucs au hasard. Il faut que ton système soit résilient à ce type d'attaque. Donc du coup, en étudiant Bitcoin, je me suis com j'ai bien compris que, bah, justement, en fait, Satoshi, c'est comme si dès le début, il a réfléchi à tous les trucs qui pouvaient, faire du chaos, en fait, sur son système et il s'est dit: «Bah, je mets ça en place, ça en place, ça en place pour que ça soit ultra résilient». Ce qui explique que, bah, c'est un système aujourd'hui, bah, qui tombe quasiment pas en panne, difficile à arrêter. Donc le côté, décentralisé fait que Bitcoin est très compliqué, en fait, à tuer et pour moi, Satoshi, il a fait du chaos engineering, en fait, sur son système pour voir quels sont les
les points en fait de défaillance ultime, quels sont les points qui peuvent emmener le chaos sur mon système et il a trouvé des solutions en fait à tout ça et C'est une très belle transition, d'autant alors que moi qui suis pas tech et donc qui n'ai pas cette vision du chaos engineering, là j'apprends ce ouais. mot avec toi, merci beaucoup. Moi j'avais plutôt la vision qu'en plus de alors en plus de ça, c'est encore plus fort quoi. Pour moi, il avait pris toutes les leçons du passé depuis l'Antiquité, depuis la création de la monnaie, Mmh. en fait, tout ce qui avait failli, pour faire en sorte que son modèle évite de toutes ces défaillances habituelles qui reviennent, de manière cyclique. Tout à Donc fait. tu me confirmes effectivement que et même donc il a fait non seulement ça par rapport à la culture monétaire, mais il a fait ça par rapport à la culture informatique? Bah, Alors ouais. c'est en là que Bitcoin est très fort parce que justement les deux choses se rejoignent. Donc typiquement, quand rien que le système d'incitation avec les mineurs, ça combine en fait, de la théorie monétaire, donc le fait que les gens soient aient une incitation à fournir un travail, mais ça combine aussi en fait, quelque chose d'informatique, on va dire plutôt de mathématiques, dans la preuve de travail, dans son côté en fait, équation à résoudre et cetera. Donc il mélange en fait les 2 à chaque fois, Mmh. ce qui fait que Bitcoin devient un système qui est très résilient parce que qu'on l'attaque d'un côté informatique ou qu'on l'attaque d'un côté, Dis-moi, monétaire, bah, dis-moi. on se heurte à un mur parce que c'est blindé des 2 côtés. Ah, très bien, donc tu as eu le temps effectivement. Alors tu t'es mis dans la tête de Satoshi Nakamoto, c'est le titre de notre épisode, en fait. Mmh. Dans la tête de Satoshi. Justement, donc tu as essayé toi de retracer là, comme tu viens de faire, comment il a pu, quelle est l'origine de cette pensée? Si cette pensée d'après toi, elle est partie d'un constat plutôt politique, en somme, où, on veut, libérer le peuple, du joug de la création monétaire par les élites Mmh. ou de manière centralisée, ou si on part d'un protocole tout simplement, d'un aussi est-ce qu'on est plutôt philosophique ou est-ce qu'on est plutôt, protocole technique justement d'après toi? Bah, c'est un mélange des 2. D'ailleurs, mon voyage dans l'esprit de Satoshi Nakamoto, je le dois et puis je rends à César ce qui est à César, à un podcast qui est très, très intéressant que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Enigma Nakamoto. Quand j'ai étudié Bitcoin, j'avais déjà commencé en fait ce voyage, mais je m'étais pas vraiment demandé à quoi Satoshi a pensé en fait quand il a créé, cet ovni. J'ai juste regardé le résultat en fait de la création, en disant: «Bah, Bitcoin ça fonctionne comme ça, donc voilà, c'est intéressant comme système et cetera». Mais en découvrant en fait ce podcast, j'ai vu que on ne peut pas, prétendre, essayer de comprendre Bitcoin parce que Bitcoin est tellement complexe qu'il faut beaucoup de temps pour le comprendre, donc je prétends pas avoir en fait avoir tout compris. Mais on peut pas prétendre ça si on n'essaie pas de comprendre en fait, pourquoi Satoshi a créé en fait Bitcoin. Et donc, bah, je tombe sur, Enigma Nakamoto que d'ailleurs m'a conseillé, Samira. Je la Samira, remercie, oui. ouais. Donc j'écoute d'une traite et je suis à ma troisième écoute en fait du même podcast sur mon compte. Je l'ai Mmh. écouté, je le réécoute et je me dis: «En fait, il faut que je l'écoute». Je le réécoute de temps en temps pour ne jamais dériver de ce que je veux faire et pour rester toujours dans la compréhension, on va dire de la genèse en fait de Bitcoin. Donc moi, ce que j'apprends, en fait, en me mettant dans la tête de Satoshi Nakamoto, c'est que, il y avait les 2. Il y avait un aspect philosophique parce que même dans la technologie, en fait, cette philosophie, elle se ressent. Donc notamment, en fait, sur l'organisation du mining, bah, le fait qu'il faut fournir une preuve de travail, en fait, pour prouver, qu'on a fait quelque chose et on a eu une récompense. L'organisation, en fait, entre les mineurs, les nœuds, les personnes qui utilisent, enfin, tout ça, en fait, ça dénote quand même, en fait, de la philosophie, mais surtout d'une grande compréhension, en fait, de l'économie et Mmh. des failles, en fait, qu'on peut avoir dans un système économique. Pour Mmh. autant, il y a quand même un aspect, technologique, technique et informatique et donc on se dit Satoshi en fait c'est un hybride, donc quelqu'un qui a une forte compréhension de l'économie, mais quelqu'un qui techniquement est très bon
qui fait que Bitcoin, même si on ne comprend pas en fait les mécanismes économiques qui se cachent derrière, on peut l'utiliser en fait en tant que protocole, tout simplement. De se dire, bah, je m'en fous en fait du côté déflationniste d'une monnaie, je m'en fous du fait qu'une monnaie doit fonctionner sans une entité centrale, mais c'est efficace en fait d'un point de vue technologique, donc Mmh. je l'utilise, tout simplement. Mmh. Mmh. Ouais, je comprends. Il y a quand même une enfin, chez les informaticiens, tu dois le savoir, il y a une grande période, je sais ça parce que c'est mon frère qui était donc, bio-informaticien qui m'a dit: «Oh bah, je pense que j'ai dû miner du bitcoin à l'époque, sans le faire exprès presque, parce que j'étais dans une phase où je cherchais à faire des résolutions de calcul». Donc je pense que Mmh, chaque informaticien a dû, essayer de se marrer un petit peu, au fur et à c'est ça. mesure des nouveaux outils qui arrivaient, des nouvelles cartes, GPU, je sais pas très bien, tu vois? Mais de faire des calculs, en fait, je pense que la base, c'est ça, en fait, c'est faire des calculs. Voilà, faire des calculs, voilà, parce qu'en plus, il y a on a parlé de l'informatique, de l'économie, mais il y a aussi des maths dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Et Il y a oui, aussi vas-y, développe, vas-y. voilà, bah, il y a aussi des maths dans l'histoire parce que quand tu prends le fonctionnement sans rentrer dans le détail, mais le fonctionnement des clés privées, clés publiques, en fait, bah, derrière, ce qui se cache derrière, c'est de la cryptographie, en fait, qui elle-même vient, en fait, des mathématiques. Après, c'est pas quelque chose que Satoshi a inventé, mais en fait, bah, il a repris, en fait, des inventions, des papiers qui ont déjà existé, on va dire des Tout à fait, mécanismes, voilà, tout qui à fait, existaient ouais, déjà et c'est il une il a su technologie. les intégrer directement dans son outil et pour revenir sur le côté hybride de Satoshi, en fait, quand on discute avec des bitcoiners, que moi je définis un peu comme les enfants de Satoshi, en fait, je pense que, en tant que, «descendant» entre guillemets de Satoshi, les bitcoiners, en fait, ont hérité de cette capacité à la fois, comprendre les implications économiques du bitcoin et même, en fait, l'écosystème économique dans son ensemble, donc le fonctionnement d'une monnaie, enfin, voilà, pour comment l'énergie est utilisée, en fait et doit être dépensée, en fait, pour produire de la valeur et cetera et aussi la compréhension technique et technologique, en fait, de Bitcoin. Donc, en fait, si on veut, se mettre dans l'esprit de Satoshi, pour moi, il faut parler aux bitcoiners et voir, en fait, bah, Ouais. comment ils sont et en tout cas, pour la plupart, c'est des gens qui ont une bonne compréhension, en fait, de l'économie, des Bah, enjeux de la monnaie. ils ont quand même une vision, bon, bah, très libertarienne, d'ailleurs, et comment Mmh, peut-elle se justifier uniquement par le fait qu'il n'y a pas d'organisme central, hein, donc qui émettrait la monnaie, donc ça, c'est donc la non-intervention d'un organisme central, c'est libertarien. mmh. D'un autre côté, est-ce qu'on peut vraiment lui attribuer, cette mouvance économique? Est-ce que réellement, on peut parce que du coup, on va comme tu dis, on va creuser. Alors, bah, la littérature du bitcoiner, c'est, les économistes, comme Bastiat, Déterré et tout ça, que je suis en train de Hayek, faire, hein. Hayek, tout à fait. Donc, j'ai vu, l'archevêque, Éric l'archevêque sortir son Hayek, donc je me suis dit: «Tiens, celui-là, je l'ai pas lu, il va falloir que je le lise». oui, Mais bah, est-ce que réellement on peut parler pour l enfin, est-ce qu'on peut lui attribuer ça? Est-ce que vraiment c'est ce courant, et philosophique et économique là, dont il se prévalerait, dont il se prévaudrait, juste parce qu'il y aurait pas d'organisme central? Je ne sais pas, qu'en penses-tu? bah, je pense que, enfin, c'est pas suffisant pour, donner une couleur politique, en fait, à Mmh, Satoshi ou un courant de pensée. mmh. D'ailleurs, en fait, quand on lit, en fait, ses écrits et les communications qu'il a eues, on sent quand même une volonté justement de ne pas être teinté, en fait, politiquement ou de ne pas être, mis d'un courant de pensée en particulier. Mmh. Ce qui fait que effectivement, tout à l'heure, je disais que, les bitcoiners ont une caractéristique commune, en fait, de avoir déjà même une compréhension intuitive, en fait, de la monnaie, de la dépense d'énergie, donc avec, ce volet, économique et technique, en fait, qu'ils arrivent à bien comprendre. Mais, ça fait aussi que le spectre, en fait, politique des gens, en fait, qui comprennent et qui, on va dire, qui sont à fond, en fait, dans Bitcoin est très large, d'un côté. Donc effectivement, ils ont des caractéristiques communes, mais en fait, quand tu prends Mmh. politiquement, tu en trouves en fait de tous les courants Ouais, et c comme et on dit,
Oui, Bitcoin, c'est pour tout le monde, en fait, tu peux Ouais, c'est ça. l'adapter à la sauce, que tu veux. C'est toi qui m'avais dit d'ailleurs Voilà, Bitcoin c'est ça. for your enemies. For enemies. Et ça, c'est très vrai parce que et puis Satoshi, je pense, avait aussi à cœur, en fait, de faire en sorte que ça soit comme ça, pour ne pas qu'on dise: «Ah oui, mais Satoshi, en fait, comme, il est à droite, donc Bitcoin, c'est pour les gens de droite» ou comme Satoshi, il était ici ou comme il venait de je ne sais où, donc c'est pour les gens de cet endroit. Donc Mais est-ce qu'il s'en serait pris autrement, si c'était finalement la main invisible, des US? voilà, on revient aux théories, Non, mais pourquoi pas? Non, ouais, non, mais il faut remettre en question. Est-ce qu'il s'y serait pris différemment? Déjà, est-ce que son nom japonisant, mmh, et c'est quoi? Une induction? C'est pour nous induire quoi? Vers dans quelle piste, tu vois? Est-ce que je suis, de l'Est et de l'Ouest, mais en même temps, j'ai vraiment affaire à des gens de l'Ouest parce qu'on voit bien tous les échanges qu'il fait, bah, c'est pratiquement que des Américains en ouais, réalité. mmh, J'ai cru comprendre quand même qu'il se serait inspiré d'un papier d'un Allemand parce que, il y a un scientifique, allemand, enfin qui faisait une conférence en Allemagne où il a sorti ce papier uniquement à cet endroit et Satoshi en aurait fait référence justement, dans ses travaux d'accord. et donc il a dit: «Tiens, bah, ça c'est suite à une enquête très sérieuse, des gens qui enquêtent pour savoir qui est Satoshi». Et en fait, donc le gars a dit: «Écoute, moi, je suis sûr qu'il était à cette conférence, à Hambourg, parce que c'est le seul moment où j'ai parlé de ce papier et il y a fait référence», tu vois? Donc en fait, on voit le tout, mais est-ce qu'il se serait pas pris autrement justement si, on voulait instaurer une mécanique, une nouvelle mécanique dans la société, tu vois? Je me pose la question. Bah, en tout cas, cette question, elle reste ouverte, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si vraiment c'est une entité comme la CIA ou je ne sais qui a fait ça, ils s'y sont pris de façon très intelligente. Mmh. Parce que en fait, ce qu'ils ont réussi, c'est quand même à créer un objet qui, force les gens à s'interroger, en fait, sur ce qu'est une monnaie. Mmh mh. Jusqu'à aller à remettre en question, en fait, le modèle monétaire, en fait, Tout à fait. qu'on connaît depuis longtemps. Donc, en fait, Mmh. c'est un système déjà qui pousse à s'interroger. Mmh. Bitcoin, c'est vraiment ça et s'il y a vraiment, un truc à retenir, en fait, sur Bitcoin, c'est que ça pousse à se poser des questions, Mmh. à se dire: «Bah, je ne C'est prends vrai. pas comme vérité établie que la monnaie fonctionne comme ça, donc c'est terminé», mais à se Ouais. poser des questions. Donc, ils ont créé quelque chose qui est capable de faire en sorte que les gens se posent des questions, Mmh. quelque chose qui est universel parce que, on peut utiliser Bitcoin, partout et puis, en fait, ils ont créé quelque chose finalement qui leur a échappé. Rien que tu as tout dit quand tu as dit pousser les gens à s'interroger, c'est pas Voilà, du c'est tout ça. pro-gouvernemental, quoi. Gouvernemental, parce que je me dis: «Bon, c'est quand même ce serait quand même étrange qu'une entité comme la CIA ou une entité pro-gouvernementale fasse Mmh. quelque chose qui va dans le sens de, l'éveil des sociétés ou faire en sorte Mmh. que les gens, en fait, se posent des questions». C'est plutôt l'inverse. Mmh. Donc pour faire en sorte que les gens, ils restent, enfin d'abrutir, en fait, les gens. C'est quand même fort ce que je dis, mais c'est vrai. Et donc que penses-tu donc de cette phrase qu'il a marquée, qu'il a codée dans le bloc, Genesis, où il nous explique donc là aussi, on peut penser quand même qu'il est vachement au fait de ce qui se passe aux États-Unis parce qu'il faut quand même être proche des États-Unis, alors même que la France n'a même pas remarqué qu'il y avait un problème de crise des subprimes, hein. C'était des tout petits titres, puis vraiment Mmh, ça n'allait pas faire de tsunami pour le alors que lui, tout de suite, s'est rendu compte que ça y est quoi, il y avait vraiment une faillite des banques, que c'était énorme et pour de là à mettre ce petit message donc dans le bloc, Genesis, c'est quand même mmh. fort. Est-ce que c'est pas un indice quand même aussi qu'il est vraiment tourné économiquement et politiquement, bah, je sais pas, à l'ouest quoi, tu vois? Bah, en tout cas, c'est on peut le penser. Moi, genre, j'ai rien pour refuter, en fait, que, Satoshi, en fait, vient de l'Ouest. Après, cette crise, je me dis quand quelqu'un s'intéresse à l'économie, parce qu'on dit, bah, en France, il y avait pas des gros titres et cetera. À mon avis, les banques et les gens qui étaient en salle de marché et tout ça, enfin, ça avait Pas déjà forcément, non. fait tilt dans leur tête, hein. Tu crois? Non, 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 ils savaient pas, ils ont pas pris au sérieux. Non, non, moi j'ai lu pas mal de bouquins sur 2008, Ouais, ils étaient ils se rendaient pas compte, hein, non, non, mais imagine, en fait, quelqu'un, enfin, qui est en France ou je sais pas, dans un pays européen, mais qui justement a cette telle défiance
envers le système, monétaire, qu'il est en train de travailler, en fait, sur quelque chose pour que, on puisse s'en passer. C'est sûr que ce genre de signaux, même si c'est aux États-Unis, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de connecter les Ouais. points, en fait, entre eux. Donc je me Mmh. dis, heu, en fait, en plus, ce message-là, comment je le vois? Je vais faire référence au film 300. Dans 300, il y a une scène où Léonidas, en fait, bah, tu as Xerxès, là, en fait, un roi immense avec une armée et tout, qui se présente devant lui et lui demande de s'agenouiller et bah, voilà, de capituler et cetera. Léonidas, en fait, il monte, en fait, sur ses, généraux, il lui balance une lance et en fait, beaucoup de personnes, quand elles analysé ce film, disent qu'en fait, l'objectif de Léonidas, en fait, c'était pas de tuer, ce roi-là, mais c'était de le blesser. De montrer en fait qu'il est vulnérable et que en fait, bah, enfin, c'est pas un roi immortel en fait qui saigne en fait comme tout être humain et il savait Léonidas qu'il allait mourir à ce moment-là parce que devant un tel roi et tout ça, mais il voulait juste le blesser pour lui Mmh. dire: «C'est possible en fait de le faire tomber Mmh. et que en fait, il n'est pas invincible» et du coup, moi en fait ce message dans le bloc Genesis, en fait, c'est un message que Satoshi envoie au peuple en disant que le système bancaire, en fait, il n'est pas infaillible. On peut s'en passer. C'est un Mmh. système qui saigne, en fait, comme les autres. Et en fait, c'est pas parce qu'ils ont des costards cravates qu'ils ont le droit, en fait, de s'accaparer le fruit de notre travail. Donc, Mmh. je le vois, en fait, comme la lance des Léonidas, en fait, en disant, bah, moi, peut-être qu'ils vont essayer de me choper, de me mettre en prison. Enfin, je serais peut-être obligé de fuir parce qu'au final, il a carrément, enfin, «déserté» entre guillemets parce que il est parti. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a balancé en fait une lance sur le système financier en disant: «Attention, maintenant, on peut se passer de vous». Mmh. Mmh. Voilà. C'est ça que je vois ce message. Très intéressant. Et alors justement, donc là encore, les choses font que, finalement les premiers échanges, bah, c'est sur le continent américain. Ouais, Heu, Pourtant mais ouais. Bon OK, après tout, ils sont là, hein, je veux dire, ils bien sûr, ils font des bonnes choses. ouais. Maintenant, à quel moment d'après toi, ça touche l'Afrique? Comment ça arrive sur l'Afrique? J'écoutais l'interview d'un gars qui disait que quand Satoshi a créé Bitcoin, il pensait à l'Afrique. Ah bah, alors Parce ça, c'est bien une question que j'avais pour toi. Est-ce que tu penses qu'il pensait à l'Afrique? bon, Exactement. s'il pensait pas à l'Afrique, c'est quand même un hasard qui est assez étonnant. Mmh. Il ait inventé quelque chose qui résout tellement de problèmes en fait, en Afrique qu'on pourrait se dire que, bah, en fait, ça a été créé, en Afrique et je reprends en fait les termes d'un de mes invités, donc Boiry Mohamed en fait, qui disait que l'Afrique est le continent qui a le plus besoin de bitcoin. Parce qu'encore quand on est en Europe ou aux États-Unis, on se dit ou dans des pays dans des continents développés, on se dit, bah, les institutions qui sont là, on a tendance en fait à leur faire confiance parce que on a quand même, bah, on a la démocratie qui est là, même si elle fonctionne pas en fait, tout à fait bien. On se dit, bah, ils ont des comptes à rendre en fait, au peuple, donc ils peuvent pas tout à fait faire, n'importe quoi, même si on voit que bon Mais complètement impuissant, hein, on va pas mais ouais. en tout cas, en fait, cette illusion, elle est beaucoup plus, Elle est entretenue, ouais, elle est entretenue, alors ouais, qu'en Afrique, en fait, la population n'a aucune illusion. Les gens ouais, qui sont en face, ils te font comprendre que, bah, le peuple, en fait, n'est rien du tout et que, bah, on peut, vous massacrer si on en a envie, il se passera rien. Donc les gens ont ouais, cette vraiment conscience de se dire: «Ah, je vais pas compter sur l'État, mon argent, en fait, il est mieux chez moi qu'à la banque». Enfin, ce genre de mécanisme, en fait, les gens l'ont déjà, en fait, intuitivement en tête. Donc, un système comme Bitcoin, il est compréhensible par, on va dire, une maman africaine, en fait, qui vend sur le marché, qui ne comprend ni l'anglais ni le français, qui n'a pas été à l'école, qui ne connaît pas les maths, en fait et tout ça, mais qui a une très bonne compréhension de ce que c'est, la valeur, en fait, du travail et le fait de se dire: «Bah, quand je travaille, il faut conserver, en fait, la valeur de ce travail parce que, bah, je gagne, en fait, de l'argent le matin, ça va nourrir en fait les enfants, le soir donc il faut pas en fait qu'entre temps, quelqu'un soit venu se servir en fait dans cet argent par un mécanisme, d'inflation et puis la banque en fait, déjà va pas m'accepter parce que j'ai pas assez d'argent en fait pour ouvrir un compte bancaire.
Mmh. Donc voilà un système en fait, qui me demande ni mon genre, ni combien en fait, d'argent j'ai avant de m'accepter, dans le système en fait, d'échange. J'ai Est-ce que compris l'essentiel. les Africains, la population africaine en général représente-t-elle un trop gros risque à gérer pour les banques pour qu'ils ne s'y intéressent pas? Je pense pas que ça soit un trop gros si il y a la partie risque parce que sur la partie crédit, donc Mmh. pour, le système financier, comment il fonctionne actuellement, c'est que pour prêter de l'argent, en fait, à quelqu'un, il faut que la personne ait déjà de l'argent et il faut être sûr que la personne soit en capacité de rembourser. Donc déjà, par rapport à ça, en fait, il y a plein de gens qui sont exclus. Mmh. Après, il y a des structures en Afrique qu'on appelle les microcrédits qui vont, en fait, permettre à des gens qui sont même pas bancarisés, en fait, de pouvoir emprunter de l'argent. Mais derrière, en fait, c'est des contreparties, en fait, qui sont énormes. C'est que, si quelqu'un veut emprunter pour aller faire, une plantation de manioc, quasiment la moitié de ta récolte, en fait, il revient à l'organisme, qui t'a prêté. Mmh. Et dans ce cas-là, en fait, ils vont pas prendre, un compte bancaire en collatéral ou quoi, mais ta plantation directement, ils vont aller Mmh. récupérer, en fait, Un nantissement, heu quoi. voilà, c'est ça. Donc il y a aussi de ça et puis en vrai, en fait, pour moi, les banques, elles se disent: «Bah, les Africains, ça représente pas non plus, en fait, des gens qui gagnent beaucoup d'argent». Donc on peut les exclure, en fait, ça représente pas un Mmh gros mh. manque à gagner. Pour autant, bah, sur le continent, il y a quand même des banques. Mmh. Il y a quand même, pas mal de banques qui sont installées, y compris des banques françaises. Mais là-bas, en fait, les taux de crédit, enfin, D'accord. c'est du 20% en fait pour le crédit immobilier, quoi. Ah waouh! Mais Voilà. c'est scandaleux, franchement. Voilà. Ah non, Donc c'est pas ça représente quand même un marché intéressant donc il y a des banques, que qui y sont. Mais du coup, pour revenir à Bitcoin, moi, je prends toujours la zone, pas l'Afrique en général, parce que l'Afrique, en fait, c'est quand même 54 pays. C'est presque entre 2000 et 3000 cultures différentes. En fait, mmh. quand tu prends l'Afrique du Nord au Sud, en fait, les populations n'ont rien à voir, même culturellement. Mmh mh. Tu prends l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est, même génétiquement, à part la couleur de peau, bah, les gens, en fait, ils sont très, très différents génétiquement, même morphologiquement. En fait, il y a vraiment de grosses, différences entre les populations africaines. Mais il y a une zone qui a en commun une monnaie horrible qui s'appelle la zone CFA. Alors ça, j'avais hâte, hein, j'avais tellement hâte qu'on aborde le sujet, si tu savais. Parce que je crois qu'on se rend pas compte qu'aucun Français de France ne sait réellement comment ça fonctionne le franc CFA. Mmh. Je suis sûre à même à 100 que personne ne sait de quoi il retourne exactement et puis alors si ce qu'on se dit c'est: «Bah, oui, c'est vrai que, imposer, un franc pour, un espace économique qui dépendrait de la France», moi voilà, c'est tout ce que je me dis. Qu'est-ce que la France vient encore foutre là-dedans, tu vois? Voilà, c'est le truc que je Ouais. me dis. Bon, mais derrière, j'étais loin de me douter ce que j'ai appris, justement grâce à toi, notamment. Ça, tu m'as beaucoup, éveillée là-dessus. Puis je crois qu'il y a aussi Samira qui a d'autres choses à dire sur Mmh. la création monétaire au Maghreb. Enfin, il me semble qu'il y a c'est un peu similaire. Il y a des techniques un peu particulières. C'est vraiment des sujets à aborder. D'ailleurs, je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse un talk à 3. Oui, 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 il faut. Franchement, je vraiment, je pense qu'on va le faire parce que ça sera super intéressant. Donc, vas-y, quand sais-tu? Puis en Côte d'Ivoire, du coup, toi, tu es Oui, assujettie au franc CFA. tout à fait. Alors Donc vas-y, c'est raconte. pour ça, en Voilà. fait, que je pense que le franc CFA, on peut lui attribuer quelque chose de bien. C'est que grâce au franc CFA, effectivement, à force d'avoir vécu, en fait, dans cette monnaie, Bitcoin, ça m'a fait tilt, en fait, sur le côté paiement. Parce que le franc CFA, en réalité, c'est quoi? C'est comme une laisse. Parce que les conditions de sa création, c'est qu'il y avait déjà des monnaies, en fait, une monnaie, en fait, pour, cette zone-là, quand la Fran quand c'est les pays de cette zone étaient encore, colonisés. Donc la France avait créé en fait le franc des colonies d'Afrique, donc CFA, pour avoir une monnaie qui n'est pas celle en fait de la métropole. Donc ça permettait les échanges, et cetera. Donc en fait, c'était un peu des billets de Monopoly pour cette zone. Ensuite, bah, la France sort de la guerre et comment elle a convaincu en fait les gens, d'aller se battre en fait, à ses côtés? C'est en disant: «Bah, une fois que la guerre est finie, on va vous donner votre liberté et vous allez pouvoir être des États indépendants». Donc du coup, il y a eu beaucoup de mobilisation, donc les fameux anciens combattants, comment on les appelle? Les tirailleurs. On dit tirailleurs sénégalais, mais ils étaient pas Sénégalais. tous sénégalais parce Ouais, que, j'ai vu bah, ça. voilà, il y avait voilà, il y avait la Ouais, Côte ouais. d'Ivoire, le Bénin, le Togo, enfin tous ces pays-là, bah, tout le monde s'en va quoi parce que, on va aider la France
Mais à la Contrepartie. voilà, après, on sera libre, il y aura plus de colonisation. La Palestine aussi, d'ailleurs, après le mandat britannique. Enfin bref, c'est une autre mais tout comme quoi tous les trucs de colonisation, c'est pareil. C'est Pour pareil. l'instant, je vois juste l'instauration d'une monnaie locale complémentaire, si je puis dire. Voilà, c'est ça. Il y a rien de fâcheux pour Et puis ça permet, bah, à la France de pouvoir, mieux administrer qui finalement ce territoire qui en réalité fait partie de la France. Même si, voilà, les populations qui sont là-bas n'ont pas les mêmes droits que les Français, mais ça fait partie de la France. Donc il fallait une monnaie en fait pour ce territoire. Donc du coup, après la guerre, la France est quand même affaiblie et se dit: «Bah, tiens, on doit reconstruire en fait, après tout ça, on va pas quand même lâcher, l'endroit où on peut avoir des matières premières quasiment gratos». Donc on va leur donner leur indépendance parce qu'en plus, il y en a qui avaient commencé en fait, à se plaindre. La France pouvait pas gérer en fait, 2 fronts mmh. entre la guerre et en fait les gens qui commencent à se plaindre en Afrique. Donc on se dit: «Bah, on va lâcher l'indépendance, mais de façade». Mais par contre, ce qui va nous permettre de garder toujours la mainmise parce que, la question en fait de la colonisation, pour moi, elle n'a rien à voir avec des questions de, on considère que les blancs sont supérieurs, aux noirs et qu'on va leur apporter en fait la civilisation. Tout est économique. Même Mmh. l'esclavage, en fait, c'est une question économique. On a besoin de main-d'œuvre moins chère, on a besoin de matières premières. Après, on va chercher des excuses, en fait, pour, enrober le truc. Mais le fond, en fait, c'est la partie économique. C'est qu'il nous faut, bah, Des ressources accéder à des ressources et de la main-d'œuvre. et de la main-d'œuvre. Donc du coup, ils, mettent en place ce mécanisme, en fait, de se dire: «Bah, on va prolonger cette monnaie et on l'accompagne, en fait, d'autres choses». Donc on donne l'indépendance de façade. Toutes les indépendances, elles ont été données quasiment au même moment. Donc dans les C'est années des accords? 60. Historiquement, c'est quoi? Ça porte un nom? C'est Voilà, des c'est des en accords? en réalité, c'est des accords parce que en fait, c'est pas vraiment une indépendance comme ils ont fait les Anglais. Parce que les Anglais, ils se sont dit: «Bah, nous, on se barre, vous vous débrouillez et bah, on peut avoir en fait, des coopérations». Ouais, un genre de Voilà, protectorat. un de protectorat, mais vous nous payez en fait pour on puisse vous protéger, mais en fait, on se mêle pas du tout de vos activités, de ce que vous faites en fait, d'un point de vue politique et cetera. Donc on s'en va. Quand on regarde les pays anglophones, donc qui sont des anciennes colonies anglaises, elles ont un développement qui est assez différent en fait des pays francophones. Tu prends le Nigeria, c'est un pays industriel, c'est un pays en fait, c'est une puissance économique en Afrique, le Nigeria donc, ça a une dynamique qui est différente des pays de la zone franc. Mmh mh. Donc du coup, dans la zone franc, donc il y a des accords qui ressemblent à de l'indépendance, c'est qu'on se dit: «Bah, déjà, vous allez utiliser cette fameuse monnaie». Donc les pays qui refusent en fait d'utiliser cette monnaie, toutes les infrastructures qui ont été construites pendant la colonisation, on les détruit avant de partir. Donc que ce soit des hôpitaux, des machins, donc vous êtes obligés d'utiliser en fait et pour que ça se fasse de façon pacifique et la Guinée, ils en ont fait les frais parce qu'eux, ils se sont dit: «Bah non, nous, vous partez, on n'utilise plus votre monnaie, on fait vraiment une vraie indépendance». Et la Guinée, elle s'est retrouvée dans beaucoup de problèmes parce que du coup, les infrastructures n'existaient plus. La France a inondé en fait la monnaie, de la Guinée en fait de faux billets, qui a créé une inflation. Enfin, ils se sont retrouvés en fait dans pas mal de problématiques. En plus avec, la complicité des autres zones en fait, qui sont restées un peu des colonies françaises déguisées. Mmh. Mmh. Parce que la France avait quand même en fait une forte, autorité politique dans ces pays parce que les présidents qui étaient installés, la France s'est assurée que ce ne sont pas les présidents qui avaient demandé et lutté pour l'indépendance, mais des présidents en fait, pour certains qui avaient fait Saint-Cyr, enfin des gens qui limite en fait, étaient vraiment acquis à la cause française, qui étaient des Mmh. Français en fait, plutôt que des Ivoiriens ou des Mmh. Burkinabés et cetera. Mmh. 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 Donc ils se sont assurés par, des divers coups d'État, enfin en tout cas Mmh. parce qu'à l'époque c'était plus, ça. Maintenant c'est un peu différent. Donc à l'époque c'était vraiment la mode des coups d'État en fait pour remplacer et s'assurer que vraiment dans la zone Mmh. ouest africaine principalement et en Afrique centrale aussi, les présidents qui étaient installés, c'était des présidents, qui étaient, comme des sous-préfets en fait, Mmh mh. français quoi. Mmh mh. Mmh. Et l'autre contrepartie en fait dans le franc CFA pour en revenir sur ce mécanisme, en fait, c'était il y avait la convertibilité. Donc ils disent: «Bah, votre monnaie, en fait, c'est des billets de Monopoly, en fait, que vous pouvez utiliser, en fait, ici et d'ailleurs, en fait, vous ne pouvez pas les utiliser». On va faire 3 francs CFA différents. Ah ouais, Donc un pour l'Afrique de l'Ouest, un pour l'Afrique centrale
et un pour les Comores et les 3 en fait, n'ont quasiment rien à voir les uns avec les autres, donc on peut pas, se les échanger, comme ça. Il faut passer Pas par faire de commerce. voilà, on peut pas faire de connexe. Oui, oui, vous avez bien compris, hein, finalement les mécanismes Tout à monétaires. fait. Donc en fait, les dirigeants français si on se place du point de vue français, les dirigeants français de l'époque, ils ont fait de l'ingénierie monétaire en se Tout à fait. disant: «Petit à petit, le côté militaire, il va pas marcher en fait sur le long terme. Ce qu'il Mmh. faut, c'est avoir en fait une domination de leur monnaie pour être sûr que leurs ressources en fait, on les ait à moindre prix et que nos entreprises puissent facilement se développer sur place». Parce qu'il y a pas mal d'entreprises françaises qui Bien sont sûr, installées en Afrique donc évidemment. et Areva, et Total, enfin je sais pas si voilà, vous donc connaissez. il fallait faire en sorte que ces entreprises, bah, Tout puissent à fait. être, voilà, bien. Donc du coup, les mécanismes autour du franc CFA, le premier en fait, c'est Paris qui garantit la convertibilité. Donc, biais de Monopoly, vous pouvez les utiliser entre vous. Par contre, sur le marché international des devises, le franc CFA n'a carrément pas en fait, cours, personne va vouloir l'utiliser. Donc, on va vous garantir la convertibilité. C'est-à-dire quand quelqu'un veut acheter quelque chose à quelqu'un, sur le continent en francs CFA, bah, c'est comme si la personne doit acheter des euros et ces euros seront transformés en francs CFA et l'inverse aussi, c'est pareil. Donc quelqu'un qui veut, utiliser ses francs CFA pour payer quelqu'un en yuan, bah, acheter des euros, ensuite les Mmh, euros sont transformés en yuan. Donc il y a toujours en fait le fait de passer par l'euro. Avant, mmh. c'était le franc français, mais depuis le passage à l'euro, maintenant c'est adossé à l'euro. Mais en fait, il y a cette mécanique que de, convertibilité. En fait, est-ce que ça revient à dire que franc CFA n'a pas cours légal? Je c'est ça que ça veut dire, en fait? Bah, il a cours légal plus que en fait, dans les statuts, en fait, des pays en question. C'est-à-dire quand tu restes intra-pays, donc tu es dans le pays, bah, en fait, il y a que cette monnaie qui a cours légal. Par contre, en fait, quand tu vas, à Abidjan, tu peux les gens sont même contents si tu veux leur donner des euros, en fait, Mmh, à la place. Voilà. Donc évidemment, parce que comme c'est voilà, ils veulent une devise, qui est plus forte. L'euro ou le dollar, bah, tu leur donnes, bah, ils sont évidemment. contents et tous les gens, en fait, ont cette notion de devise en fait, ils savent bien que le franc CFA, Mmh, on peut pas l'utiliser. Par exemple, moi quand je dois aller, voir mes parents en fait, en Côte d'Ivoire, déjà échanger des euros contre des francs CFA ici, c'est hyper compliqué. Il faut aller dans des endroits bien spécifiques pour pouvoir le faire. C'est pas comme si tu dis: «Ah bah, je vais échanger mes euros contre du dollar parce que je dois aller donc je le fais dans n'importe quel bureau de change». Tu le fais, enfin, c'est hyper simple. mmh, Bah, moi, oui, pour avoir des francs CFA, bah, je galère et encore pire, si j'ai des francs CFA et que je reviens, en fait, ici, c'est mort. Je les garde jusqu'à bah, mon oui, prochain tout à fait. voyage ou je les donne, en fait, à quelqu'un à l'aéroport en disant: «Bah, prends-les parce qu'ils vont me servir à rien». La preuve que c'est une Ouais, monnaie, en fait, qui est enclavée. ouais. Alors ça me fait tout à fait penser, je fais une parenthèse, reprends Mmh, ton souffle, avec le peso cubain. Parce qu'à Cuba, bah, tu as exactement ce système bimonétaire où il y a le dollar. Alors pourtant, il y a embargo, hein, les Américains, c'est toujours embargo sur Cuba et ouais, pourtant, tu as ce système économique à double vitesse où les Cubains sont payés en pesos cubains, mais tout le commerce international, se fait en dollars US ouais. et donc en fait, avec le peso cubain, bah, tu n'achètes rien, tu n'as droit à rien, c'est le marché noir, tout comme, là, quand, tu as des dollars qui rentrent, les mecs, ils sont super contents parce qu'enfin, ils peuvent aller dans un vrai centre commercial, acheter du shampoing en dollars et pas, Mmh. parce que tout ce qui est réservé en pesos cubains, c'est caca et personne, enfin, n'en veut et puis, voilà, ça c'est donc donc là, on est sur un territoire sous embargo, c'est très clair. Je veux dire, il y a c'est une punition, quoi, Bah, en sur tout cas, il est enclavé ouais. et avec la complicité des élites, en fait, de ce territoire parce que en tout l'administration française à l'époque qui a mis ça en place l'a pas fait en fait, tout seul. Ils ont eu beaucoup de complicité des élites et jusqu'à aujourd'hui, en fait, certaines élites qui défendent le franc CFA corps et âme. Parce que en fait, quand ils font des détournements de fonds, ils le font en CFA et ils ont besoin en fait que, bah, ils puissent l'échanger, à l'international et la France garantit en fait cette convertibilité. Donc ça, c'est prouvé, c'est-à-dire qu'il y a des on sait qu'il y a des détournements de fonds qui se f et donc Bien sûr, ah ouais, OK, donc ça, bien sûr. c'est leur paiement pour Voilà, c'est trahir là le peuple. exactement et puis même il y a des il y a des mallettes d'argent en fait qui ont circulé parce que, à l'époque, il y a des présidents en fait, comme, Omar Bongo ou tout ça en fait qui ont financé carrément en fait des campagnes, en France parce que en fait à un moment donné le système s'est inversé.
c'est que la France avait intérêt à maintenir en fait, ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire en fait, ces intérêts, qui sont d'ailleurs obscurs en fait pour la population française, mais pour s'assurer justement qu'on a le maintien sur les ressources et que, Oui, alors voilà. bon, les Français se doutent, hein. Est-ce qu'on n'est pas sous Sarkozy justement à cette époque-là encore? On Bah est en tout cas, la France-Afrique, c'était depuis même, Chirac, en fait, depuis, enfin, depuis très, très longtemps, hein, parce qu'on parle de quelque chose qui depuis remonte De depuis Gaulle, les années 60, depuis De Gaulle. Ça, c'est depuis De avec lui Gaulle. que ça a commencé d'ailleurs, parce que c'est lui qui avait fait la tournée pour proclamer les indépendances. Donc, en tout cas, ce système-là, il a commencé à ce moment-là avec, en fait, plutôt une forte volonté, en fait, de l'administration française à maintenir ce système en mettant en place des personnes sur place qui allaient s'assurer que ça continue. Ensuite, bah, les présidents passants, et voilà, à un moment donné, les élites africaines elles-mêmes se sont dit: «Il faut qu'on s'assure que le système, il reste en place parce qu'il est trop profitable pour nous». Mmh. Donc on a c'est ça, donc ils ont commencé même à s'assurer que, bah, côté, français, les politiques, en fait, qui arrivent en place maintiennent, en fait, ce système. Parce que quelqu'un peut arriver tout nouveau en disant: «Mais moi, c'est quoi ce bordel? J'en veux pas». Donc ils s'assuraient aussi que niveau politique, en France, bah, tous les présidents qui arrivent, bah, gardent, en fait, les mêmes, Oui, la même la dynamique. la fausse challenger d'ailleurs de faux contre-pouvoirs qu'on a systématiquement qui est Marine Le Pen, l'outsider, proclamé, pour toujours. C'est la seule à parler finalement de casser les accords, de dire: «Oui, l'Afrique aux Africains, la France aux Français». Mais je pense que quand elle va arriver, peut-être que certains lui diront: «Bah, écoute, Ah bah, elle arrivera pas, non». t'inquiète. Ça n'arrivera jamais, elle veut pas de toute façon, donc elle y arrivera pas. Mais c'est très intéressant Ouais. on regardera les débats politiques français sous un autre jour, le jour où, je ne sais pas moi, il y a un Zemmour ou quelque chose comme ça qui débarque et qui te dit, voilà, tu vois? Il y a Voilà, on va voir, est-ce que tu casses les, mais le truc, c'est que c'est vraiment en train de s'effriter parce que les populations en elles-mêmes et puis il y a eu des nouvelles vagues de dirigeants aussi, en fait, en Afrique. Ils ont commencé à remettre en question tout ça. Ils ont été combattus. Moi, je prends l'exemple, en fait, d'un Thomas Sankara. Je pense que sa mort, elle a été causée par quelque chose, en fait, qu'il a dit une fois à une conférence en fait des Nations Unies en disant: «Toutes ces dettes en fait qu'on nous a forcés à prendre, on ne va pas la rembourser». Parce que en fait derrière, il y a eu un mécanisme aussi d'endettement de ces pays parce qu'en disant: «Bah, on vous donne, de l'argent, on vous prête pour que vous puissiez construire des infrastructures et cetera». Mais derrière, si ton emprunteur, en fait, lui, d'un côté, tu empruntes dans sa monnaie et que toi, ta monnaie, en fait, elle ne vaut rien, l'emprunteur, en fait, il a un pouvoir à vie sur toi. Parce qu'en plus, sa monnaie, en fait, quand elle fluctue ou qu'elle se dévalue, en fait, toi, ça a un impact sur ta dette. Donc, les pays africains, ils se sont retrouvés avec des dettes qui étaient déjà colossales, alors qu'on sortait à peine, en fait, des indépendances et que c'était des économies, en fait, qui étaient basées uniquement, en fait, sur l'agriculture. Il y avait pas d'industrie, il y avait rien. Donc, Thomas Sankara a dit c'est très intér il faut absolument parler de Sankara parce que je pense mmh, qu'il a été fédérateur, puis il a été porteur d'une flamme quoi, d'une nouvelle ère, qui s'est est-ce pas éteinte. elle s'est pas éteinte? J'allais te poser la question, Ouais, vraiment. éteinte parce que, bah, on parle de Sankara, mais il y avait un courant, panafricain, à l'époque. Donc le courant panafricain, il se disait que, toutes les enfin, d'un point de vue géographique, parce qu'il y a aussi une idéologie et une philosophie derrière le panafricanisme, qui était de se dire: toutes les frontières en Afrique, elles ont été dessinées, en fait, par la colonisation. Elles ne répondent pas à une cohérence culturelle. Donc, par exemple, tu prends la Côte d'Ivoire, en fait, et le Ghana. Les peuples, en fait, du sud de la Côte d'Ivoire et celles, en fait, du Ghana, culturellement, en fait, c'est les mêmes. Les noms, en fait, reviennent, les pratiques, la culture, en fait, enfin, c'est vraiment les mêmes gens. Même niveau physique, en fait, ils se ressemblent aussi. En fait, tu vois qu'il y a une harmonie, en fait, culturelle entre ces peuples. Mais ils ont été divisés en 2. Il y a une partie, en fait, qui parle français, l'autre qui parle anglais et on leur dit que vous êtes 2 nations différentes. Mmh. Donc, bah, c'est comme si, ils n'avaient pas des intérêts communs, alors que culturellement, en fait, peut-être qu'ils auraient pu s'entendre pour faire un pays qui allait être un peu plus cohérent, en fait, avec, enfin, qui aurait eu des intérêts communs, une culture commune et cetera. Et tu prends la Côte d'Ivoire, c'est 60 ethnies. En fait, géographiquement, ce territoire, il n'a
pas vraiment de sens parce Mmh. qu'il s'est pas construit en fait, naturellement. C'est comme si on avait forcé des gens en fait à être ensemble et ça a créé beaucoup de problèmes en fait dans le pays, d'incompréhension, de xénophobie, enfin beaucoup de problématiques. Mmh. Pour autant, on va dire ces nations-là, elles sont installées aujourd'hui, donc moi je suis pas partisan de dire: «Bah, faut tout casser, tout ça causerait plus de problèmes qu'autre chose». Bah, il faut les accepter comme ça et avancer. Mmh. Mais en tout cas, dans leur construction, elles se sont pas faites, en fait, naturellement parce que les gens avaient des intérêts communs, c'était plutôt, une volonté, en fait, Ouais, de mais c'est de de la colonisateur. géostratégie. Après, voilà, Voilà, il y a eu ça aussi à la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens d'une amie polonaise qui me disait: «Tu sais, une partie de la Pologne, un jour, ils se sont réveillés, ils étaient allemands, quoi, et ouais, c'est ça. c'est fini, quoi». C'est fini, quoi, donc c'est un peu ça. Du coup, le panafricanisme, et c'est un courant de pensée qui dit que en fait, il faut une unité africaine si on veut exister, en fait, sur l'échiquier mondial. Mmh. Et que ça sert à rien d'avoir des tout petits territoires qui seuls, en fait, peuvent pas faire grand-chose. Mais par contre, si on est ensemble, ça représente quand même un gros mastodonte, heu, qui sera impossible, en fait, d'ignorer si, par exemple, en fait, on s'associe pour avoir un marché, en fait, commun, où on se dit: «Bah, pour accéder à ce marché-là, il faut respecter telle ou telle condition. Nous, on va s'associer, en fait, pour pouvoir vendre des produits et s'assurer qu'ils soient industrialisés et ne pas vendre juste des matières agricoles, mais des produits finis». Enfin, il y a pas mal d'idées, en fait, comme ça et ces idées-là, elles sont très vieilles. Elles datent, en fait, depuis des indépendances. Il y a des personnes, comme Kwame Nkrumah et elles font écho un peu au courant, en fait, de pensée qu'il y a eu, dans les outre-mer avec la négritude. Faut dire que les peuples noirs, en fait, en général, ils ont été un peu éparpillés avec l'esclavage puis la colonisation, mais en Mmh. réalité, ils ont beaucoup, en fait, de choses en commun. Donc il ferait mieux de s'unir, d'avoir une sorte de convergence pour Mmh. pouvoir, en fait, exister et défendre leurs Mmh. intérêts, Bah, comme ensemble. l'ont, tous les immigrés, de Grande-Bretagne, qui sont en Australie et aux États-Unis, ils ont toujours cette convergence, hein, quand Voilà, tu c'est vois les ça. frontières des USA, à la Grande-Bretagne, tu te dis: «Waouh, quand même, Et la preuve, bah, les États-Unis sont venus défendre la France. Bien sûr, c'était aussi par économie derrière, mais en fait, la plupart des gens qui étaient aux États-Unis, ils avaient toujours des grands-parents ou des gens, en fait, qui étaient encore sur le sol européen. Donc, il y avait il y a ces courants de pensée et Sankara, en fait, il en faisait partie du panafricanisme qui avait été, porté un peu par Kwame Nkrumah, en fait, qui était un Ghanéen. Donc il disait que lui, il était même prêt à abandonner la souveraineté du Ghana si on arrivait à s'entendre et à créer en fait, une coalition en fait, des pays africains qui vraiment ferait une seule nation et ça faisait peur en fait aux puissances en face. Parce que imagine en fait toute cette population, tous ces gens en fait qui se mettent ensemble et qui défendent leurs intérêts, ça peut être ça compliqué. représente». À l'époque, je sais pas, mais aujourd'hui, c'est plus de 100 millions de personnes en fait la zone franc CFA par exemple. Donc, là, tu parlerais donc juste de la zone, CFA, ou tu parles de toute l'Afrique? Est-ce que tu penses que c'est possible de non, quand même pas, c'est Non, pas c'est pas possible parce que pas déjà, possible? voilà, actuellement, pour moi, c'est pas possible, mais à l'époque, en fait, quand Kwame Nkrumah, il pensait ce projet, je pense qu'on sortait des indépendances. Il y avait encore les nations, elles n'étaient pas encore construites. C'est à Mmh. ce moment-là, en fait, qu'il fallait le faire. Mais aujourd'hui, pour autant, en fait, le panafricanisme, il a un peu mué en disant: «Bah, on va quand même défendre nos intérêts communs». On peut Mmh. trouver, en fait, des sujets communs, notamment défendre, en fait, notre zone économique et Mmh. trouver, en fait, rien que de la coopération entre nous. Mmh. Donc, pourquoi en fait on est Mmh. obligé d'aller acheter des produits aux entreprises françaises, américaines et cetera? Bah, achetons les produits en fait, entre voisins, commerçons entre C'est nous. excuse-moi de te dire, c'est pas un problème typiquement africain, hein, on est d'accord. Exactement. Donc déjà ça peut être intéressant, mais bah, c'est freiné aussi par notre monnaie qui, en tout cas n'incite pas à avoir cette et l'Afrique quand tu prends hors de la zone CFA, tu prends tout le continent, bah, il y a plus je sais pas, Boiry m'avait dit ça, quand tu as une presque une cinquantaine en fait de monnaies différentes, c'est trop pour un tel continent. Ça c'est tellement fragmenté que, c'est difficile en de faire du commerce en passant, par les entités, enfin, sans passer par des entités externes. Donc, du coup, Sankara, qui était porté par ce courant-là, très panafricaniste, qui disait que, bah, nous, on va pas rembourser la dette et que s'ils veulent, bah, ils peuvent mettre tout le pays en prison, mais on remboursera pas la dette et que, bah, le franc CFA, lui, il était déjà prêt à l'abandonner et je Mmh. pense que c'est ce qui a scellé son Oui. sort. Ah bah, ça, c'est l'histoire du franc CFA, ça, c'est ça qui est là, on même les Français de métropole, ils savent, hein.
Que c'est parce qu'il a dit qu'il voulait plus du franc CFA. Même nous, on est au courant, hein. Il a dit qu'il allait abandonner cette monnaie et puis il avait déjà commencé à se rapprocher de d'autres personnes pour vraiment mettre son projet à exécution et lui, en fait, il était un tellement bon orateur, il était tellement quelqu'un de fédérateur Ouais. que, bah, il commençait, en fait, vraiment à entraîner d'autres avec lui. Donc il fallait l'éliminer, en fait, pour ne pas Ouais. que ça gangrène, en gros. Donc Ah mais bon, là, quand est-ce qu'il est tué? c'était il y a très, très longtemps. Il a été tué dans les années 80. C'est ça. Donc il a été tué dans les années, 70-80. Je me Oh! souviens plus très bien, Ah c'est mais en tout cas, ouais. voilà, il y a très, très longtemps. La flamme, en fait, a continué. Ah non? En tout cas, il y a des gens qui ont poursuivi son combat. En tout cas, son idéologie, Ouais. elle est pas morte. Elle est restée, en fait, dans les mémoires. Donc souvent, les gens qui se revendiquent du courant panafricaniste ou qui ont des velléités, en fait, d'en finir avec le franc CFA, Mmh. s'appuie beaucoup en fait, sur, ce qu'il a dit, ses Mmh. livres et cetera, parce qu'il a écrit aussi des choses. Donc ça appuie en fait, sur ce que Oui, Sankara, ça se a pu perpétue, faire. quoi. Ça se Voilà, perpétue, ça exactement. s'hérite. OK. Donc évidemment, ça a tout à voir et malheureusement, pourtant, j'ai pas l'impression que ça explose autant que ça pourrait, mais ça a tout à voir avec notre bitcoin, quoi, avec notre méthode, de création monétaire décentralisée. Est-ce Ouais. qu'on mine du bitcoin en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on mine du bitcoin au Ghana? Comment ça se passe? Non, malheureusement, on ne mine pas du bitcoin dans ces pays. Pourtant on mine du bitcoin en Afrique, hein, on mine du bitcoin au Ouais, Congo, on ouais, mine du ça je suis au bitcoin, courant. en Éthiopie, au Malawi. Ouais. Dans la zone CFA, moi, je pense qu'aujourd'hui, les élites, soit elles font l'autruche, soit elles se disent: «Ce truc-là, c'est trop une bombe nucléaire», en fait, s'amusent, en fait, à y toucher parce qu'on veut pas trop se fâcher quand même avec, Paris ou la BCE. Je pense que, ils sont dans une telle position que si un jour, on entend que la France mine du bitcoin, le lendemain, en fait, tu entends que la Côte d'Ivoire mine du bitcoin parce qu'en plus, en Côte d'Ivoire, on a de l'énergie hydroélectrique. Bah oui. Il y a des excédents d'énergie hydroélectrique qui sont souvent revendus aux voisins ghanéens à côté. Mmh. Donc, la Côte d'Ivoire, en fait, est un territoire avec beaucoup de cours d'eau qui pourraient miner du bitcoin. En plus, il y a aussi, bah, les problèmes, on va dire d'électrification. Le fait que dans certaines zones rurales, bah, il y a pas d'électricité, Mmh. alors que, bah, dans des endroits comme le Malawi, ils ont pu, avec des mini grids, en fait, des réseaux électriques indépendants, amener de l'électricité, en fait, et financer, en fait, les infrastructures grâce au minage de bitcoin. Donc, il y a tout intérêt à ce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire mine du bitcoin. Maintenant, c'est politique, donc tant que le patron n'a pas donné le feu vert, bah, on Mmh. attend. Mmh. Et donc il y a donc le la population n'a pas pris ce combat, je veux dire, c'est compliqué de se fournir en ASICS, pour parler vulgairement, en ordinateur de minage. C'est compliqué? Ça coûte trop cher? Bah, je sais pas, j'ai jamais essayé on va dire, d'envoyer des ASIC ou de les récupérer depuis là-bas. Mais pour autant, je sais que, bah, le minage, en fait, individuel, en fait, de personnes n'est pas très développé. Déjà, les gens sont plutôt à l'étape de comprendre, en fait, ce que c'est, Enfin, comme partout dans le monde, en voilà, fait. les crypto-monnaies et surtout, les crypto-monnaies, de façon générale, sans parler de bitcoin, ont une très, très mauvaise presse. C'est que les Ah gens, là-bas aussi, oui, bien voilà, sûr. ont associé ça à des arnaques parce que forcément les gens, ils sont allés en disant: «La crypto-monnaie, c'est la façon de devenir riche». Ils ont escroqué plein de gens. Mmh. Donc en Afrique, quand on entend crypto-monnaie, en tout cas en Côte d'Ivoire, quand on Mmh. entend crypto-monnaie, c'est une arnaque, et cetera. Donc Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des gros foyers de cybercriminalité, notamment au Nigeria, je crois, tout c'est à assez fait, connu tout à pour fait. ça. Ouais, Voilà, ouais, et ouais, en ouais. Côte d'Ivoire aussi. En Ah! Côte d'Ivoire aussi, voilà, parce que, il y a en fait les Nigérians, en fait, qui faisaient ça, en fait, ils ont immigré en Côte d'Ivoire. Donc il y a une forte population, en fait, nigériane en Côte d'Ivoire. Alors c'est pas tous, en fait, des arnaqueurs, mais en tout cas, ceux qui faisaient ces arnaques, ils ont changé de pays à un moment donné. Donc la Côte d'Ivoire aussi s'est retrouvée sur la liste des pays, en fait, avec, un fort taux, de cybercriminels. D'accord. Ah ouais, donc effectivement, ouais, bon donc ça n'aide pas trop à l'adoption tout ça. Alors par contre, Voilà. les entrepreneurs, peut-être qu'ils vont pas se tourner vers Bitcoin, mais d'après ce que disait ton collègue, qui est entrepreneur là-bas, Ouais.
les stablecoins, donc cette crypto adossée à un taux à une monnaie officielle comme le Ouais. dollar la plupart du temps, bah, eux, là, ils en ont usage. Par contre, ça leur fait pas peur d'aller, de trader avec des stablecoins, pour faire des échanges à l'international. Là, ils ont compris qu'il y avait de la valeur, mais pas pour le bitcoin, tu vois? C'est ça. En fait, le bitcoin, il y a le côté, parce que les gens se disent la vraie problématique, en fait, de ces zones, encore une fois avec le franc CFA, c'est son utilisation, en fait, pour, les échanges internationaux. Pour les échanges internationaux, ils se disent: «Bah, effectivement, on peut utiliser bitcoin, mais il y a la partie volatilité». Alors que eux, c'est vraiment à flux tendu. C'est, bah, j'ai pas, ce côté réserve de valeur, en fait, bah, de l'argent. Je veux quelque chose qui me permette d'échanger rapidement et simplement. Ensuite, ce phénomène, il s'explique aussi sur le fait que, bah, la Chine commence à beaucoup s'installer, en fait, dans la zone. Donc, Ouais. tu as beaucoup d'échanges avec les partenaires chinois et en Chine, bah, ils se disent: «Bah, on va utiliser l'USDT». Donc, bah, Ah, mécaniquement, tu es obligé, en fait, de comprendre, en fait, les mécanismes d'échange, en fait, de tes partenaires en ah bon. face. Tu veux dire que les Chinois utilisent le dollar? Ça alors? Ouais, Tiens les donc ça bravos sont ça alors? OK, intéressant. voilà, donc en tout cas, tous partenaires commerciaux, en tout cas aujourd'hui, à l'international, envisagent en fait les stablecoins. Donc en Ouais, fait, pour les entreprises, ça devient, on va dire no-brainer. Donc tu es obligé d'y aller. Pour autant, je pense que Bitcoin va faire son petit bout de chemin parce qu'il y a des gens sur place en fait, comme, Taras, qui est un Bitcoin maxi en fait qui vit, en Côte d'Ivoire, bah, qui font un travail de fou, mmh, pour, qu'il y ait une adoption, pour que les gens comprennent que, c'est pas une arnaque. C'est pas en fait, juste, une crypto, en fait, un énième meme coin, mais c'est vraiment une révolution monétaire qui pourrait être une solution au mmh, franc CFA et moi je pense que les stablecoins, c'est intéressant quand on veut commercer. Donc voilà, pour s'échanger, c'est vachement pratique, donc c'est très bien. Pour autant, quand on parle de la partie souveraineté, mmh. qui est remis en question avec le franc CFA parce qu'il y a un mécanisme, en fait, dont j'ai pas parlé sur le franc CFA, c'est le compte d'opération. Qui fait que lorsque, quelqu'un dépense, du franc CFA pour acquérir en fait, quelque chose et qu'il doit passer en fait par l'euro, ou par le dollar, en fait, à un moment donné, en fait, il y a une partie des devises en fait qui sont récoltées, qui doivent être au trésor français. Donc la banque centrale en Afrique centrale et aux Comores, en Afrique de l'Ouest, elle n'a plus cette obligation depuis, je sais plus quelle année, c'est très récent. Mais avait l'obligation, en fait, de garder une partie de ses réserves de devises auprès du trésor français. Donc, à un moment donné, en fait, d'un point de vue souveraineté, c'est pas terrible. Parce que Mmh. on a eu le cas, en fait, en Côte d'Ivoire, où à un moment donné, en fait, le président ivoirien, il était, pas trop pro-France. Donc il était un peu, en disant: «Bah, on va chercher d'autres partenaires commerciaux». Enfin voilà, bah, ils lui ont flanqué un coup d'État et à un moment donné, en fait, ils ont serré la vis à tel point que les salaires pouvaient plus être payés. Donc ils se disent: «Bah, ça va pousser la population, en fait, à le virer». Donc en Paris a un énorme pouvoir, en fait, avec ses réserves de change Mmh. sur les politiques et cetera et cetera. Donc d'un point de vue souveraineté, si on se dit: «Bah, on va remplacer, le franc CFA, mettons, je sais pas, par du stablecoin» et tant qu'à faire du stablecoin dollar comme ça, on utilise l'une des monnaies, en fait, les plus fortes et les plus dynamiques, en fait, qui existent. Mmh mh. Eh bien, heu, on prend un autre maître. Parce que quand on utilise le dollar, bah, tu as les lois extraterritoriales américaines qui te tombent dessus. Donc, toutes les entreprises, elles pourront se faire convoquer et prendre des amendes, comme la BNP ou la Société Générale. Et en plus, en fait, bah, tu as Tether ou Circle, en fait, ou d'autres Mmh. entités américaines qui vont devenir, en fait, qui vont remplacer, en fait, la France dans ce Ah dispositif. bah, tout à fait, ouais. Tributaire aussi de la dette, américaine puisque tu as vu qu'il y a le Continuous Act, donc c'est une autre forme de non-souveraineté, ouais, tout à fait. Alors qu'avec Bitcoin, en Ah fait, voilà. je me dis, Ouais. un pays qui se dit: «Bon, maintenant on va quand même expérimenter à minima». S'il a suffisamment en fait, de production électrique, il peut très bien avoir des nœuds pour être souverain sur Bitcoin. Parce que Bitcoin, il suffit pas en fait de détenir du Bitcoin sur un exchange en fait, pour être souverain. Bitcoin pour être souverain en fait, pour moi, il faut avoir un nœud, Bitcoin
où tu as vraiment, en fait, ta souveraineté. Alors, on va pas dire une ledger parce que pour un pays, ça a pas de sens, mais en Mmh. tout cas, un nœud, tu contrôles tes adresses. En fait, tu as vraiment quelque chose qui te permet d'être propriétaire de tes bitcoins, d'être en self custody. Et c'est là, en fait, que tu as vraiment l'intérêt, en tout cas d'un point de vue d'un État, Mmh. avec Bitcoin. Et mieux, en fait, bah, il faut que tu en mines aussi pour avoir des nouveaux bitcoins, en fait, qui rentrent directement, en fait, en ta possession, qui te permet, en fait, de pouvoir faire tes échanges internationaux sans qu'on puisse te censurer. Mmh. Parce que, imaginons un instant un pays, de la zone CEFA qui se dit: «Bah, moi, j'ai envie d'échanger, en fait, avec la Russie», ou un autre pays avec lequel, la France n'est pas copain, bah, ça se voit tout de suite. Mmh. Ouais, Par ouais, les ouais. mécanismes du franc CFA. Donc, ce pays-là peut avoir des sanctions ou, trouver, voilà, un coup d'État ou je sais pas quoi parce que, on veut l'interdire ou tout simplement ça peut être bloqué. Ouais, ouais. Donc, Ce qui pas le cas avec Bitcoin, tout à fait, voilà, ouais. ça c'est pas le cas avec Bitcoin, c'est pas le cas peut-être, avec de l'or ou, d'autres monnaies comme ça. Mais Bitcoin, il a l'avantage en fait d'être numérique, donc bah, ça peut passer en fait, beaucoup plus vite. Donc, Oui. pour moi, c'est vraiment une alternative Mmh. souveraine, pour les États africains, à minima, je pense, dans les échanges internationaux. Mmh. De se dire: «Bah, le franc CFA, peut-être que c'est trop compliqué de le changer», enfin, j'en sais rien. Mais un État pourrait très bien se dire: «Bah, pour ma souveraineté, j'utilise Bitcoin dans les échanges internationaux». Mmh, mmh, mmh. Et là, tu aurais le FMI qui te tomberait dessus Comme pour le Salvador. et enfin, ils font bien ce qu'ils veulent quand même, hein. Voilà, c'est ça, ils continuent quand même. Après les populations, rien ne l'empêche parce que, on n'a pas besoin d'attendre en fait un pays pour utiliser Bitcoin. Donc les populations pourraient C'est très bien se dire: «Bah, il faut qu'on l'utilise, nous-mêmes», et c'est en ça que le travail de vulgarisation, il est important pour que les gens se disent que, bah, effectivement, il y a une vraie alternative en fait ouais, qu'ils peuvent utiliser sans attendre que l'État ait un programme, tout à fait. dessus, quoi. Bah, au-delà de même de ces considérations-là, je pense que ce qui peut faire un effet déclencheur aussi, c'est tout ce qui est, identité numérique. C'est le fait que, on va être tous scannés, QR codisés, et que les gens, ils vont se dire: «Mais en fait, il y a plus rien qui m'appartient vraiment, en fait. Enfin, je peux plus disparaître, je peux enfin, tu vois? On est passé de un petit registre à la main, à la mairie pour dire que tu es mort et que tu es né, à toute ta vie, est scannée, et QRisée, C'est ça, exactement. et tu t'appartiens plus et tu as plus droit La vie privée, à la vie privée, mmh, à l'intimité, et donc peut-être que ça peut être un vrai déclencheur par contre, tu vois? c'est vrai. On arrive à ce moment-là quoi, je pense. Mais en tout cas, je pense qu'en Europe, ça peut l'être. Ouais, Mais, en Afrique, pour l'instant, les ouais. gens, en fait, ils sont tellement dans un autre étage de la pyramide de Pareto que, Mmh. vraiment, c'est pas la préoccupation principale. Mais par contre, conserver la valeur. D'ailleurs, c'est pour ça que les stablecoins, ils ont un tel succès et Bitcoin a un tel succès au Nigeria. Le naira, en fait, il perd de sa valeur, en fait, En 2 heures et quoi. voilà, c'est ça. Il a fait moins 60, en tout cas dans ses ordres de grandeur en 18 mois. Mmh. Donc eux, quand tu leur expliques que Bitcoin, c'est une réserve de valeur, ils comprennent. Quand tu Mmh. leur expliques que les stablecoins, ça peut aussi te permettre en fait, de conserver ton argent et d'échanger à l'international, ils comprennent. Par contre, en Europe, comme on expliquait au départ, en fait, l'illusion, elle est tellement bien entretenue que Mmh. ça peut être un peu plus difficile en fait, à comprendre en se disant: Mmh. mais par Oui, contre d'accord. la vie privée, ça, je pense que ça peut parler, plus facilement aux gens». Ouais, ouais, tout à fait. Mais ça leur parle beaucoup, hein, parce que moi, les femmes qui viennent, Mmh. il y a vraiment un côté, prise de conscience, comment garder il y a vraiment un côté prise de conscience, on est en train de perdre nos libertés, quoi, vraiment, Voilà, c'est ça. Mmh. donc ça, c'est un beau message, ouais. Et donc j'imagine que donc pour toutes ces transactions en stablecoin, à l'international, on a des gros cabinets comme Deloitte, tout ça qui s'occupent, Je sais pas s'ils sont en Afrique, mais en tout cas, je pense qu'en tout cas, en Europe, c'est plutôt eux qui vont aller vers les grands comptes. on pourra poser la question à madame, Maryline Ricard, peut-être qu'elle Bien peut sûr, bien l'interviewer sûr, si bien tu as sûr. envie à voir avec elle. Ça va être l'une de mes premières questions. Ah, j'ai hâte.
Et du coup, par contre, toi, voilà, toi, tu agis, voilà, en local, Mmh. voilà et moi, je me pose beaucoup de alors on va retourner un petit peu sur le territoire français que Ouais. tu occupes et c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup de questions sur le côté, pratico-pratique, parce que j'imagine bien, bon, OK, ça, je sais, moi, j'ai payé en tout et pour tout que 2 fois, hein, en bitcoin, pour tout te dire. OK. Et j'ai ressenti un genre d'ambivalence complète entre, «Ouh, c'est pas bien, j'avais pas le droit», tu vois? C'est genre, c'est complètement, illégal ce que je suis en train de faire, alors que ça l'est pas, hein, ouais et waouh, mais waouh, ça y est quoi, je retrouve de la puissance avec cette action. J'ai ressenti un double effet qui se coule en vrai, en mode, «Est-ce que j'ai le droit de faire ça?» et «Ouais, j'ai le droit et c'est trop cool», quoi, tu Ouais. vois? Et je me dis: «OK, maintenant, bon, je suis commerçante, ou même moi, je veux faire payer mes formations, par exemple, en crypto. Mmh. Comment ça se passe? Qui me propose ce service? Est-ce qu'il y a des frais?» Parce que moi, je peux te dire que Stripe, les frais, je les sens bien passer, tu vois? Quand, on fait des paiements, en carte bancaire. Quelle partie je conserve en crypto? Comment tout ça, ça fonctionne au niveau opérationnel, en fait? Alors, bah, ça tombe bien, c'est mon métier. C'est ton métier. Écoute, quand même, fallait qu'on en parle un peu. C'est clair. Alors, comment ça commence? En fait, pour moi, la première chose, à faire, c'est de se poser la question: «Est-ce qu'on veut conserver, enfin, quel Ça, est l'objectif?» toujours pareil, quoi. Voilà, quel est l'objectif? Parce que en fait, ça peut s'inscrire dans une stratégie d'accumulation du bitcoin dans le cadre de l'entreprise, ou d'avoir des stablecoins en réserve, pour pouvoir les utiliser, par ailleurs. La question à se poser, c'est: «Je veux faire quoi, en fait, de ces cryptomonnaies et pourquoi je vais les accepter, en fait, dans mon business?» Si on se dit: «C'est juste pour attirer, entre guillemets, la clientèle crypto» Mmh. et qui paye, en fait, de cette façon parce que ça représente quand même 10 de la population en France, on peut très bien et sans adosser à ça une stratégie, en fait, vraiment crypto dans l'entreprise, on va choisir, en fait, une solution qui va nous permettre de convertir les cryptos en euros. D'accord. Par contre, si, on décide en fait de les garder, d'avoir une stratégie, il faut savoir, quelle proportion on veut garder. Moi, je conseille toujours de démarrer avec une conversion automatique. Ça permet de voir en fait quelle est la proportion des clients en fait qui vont payer de cette façon. Mmh Si mh. tu te dis: «Bah, il y a quand même 50 de mes clients qui me payent en crypto», dans ce cas-là, en fait, tu vas pas, tout mettre, en bitcoin parce que tu as besoin de payer tes fournisseurs, de payer tes salariés, enfin de Mmh. payer tes charges. Donc, Ouais. tu vas, ajuster par rapport à ça. Ensuite, ça, c'est le premier élément, en fait, pour choisir la solution. Parce qu'il y a 2 façons de faire. On peut très bien se dire: «Bah, moi, je choisis une gateway de paiement». Donc, il y a 2 partenaires avec lesquels moi je travaille, donc qui sont Lizzy et Swiss Bitcoin Pay. Il y en a d'autres. Donc on choisit un de ces partenaires et du coup, c'est un QR code, ton compte sur la plateforme, ben, tu fais l'installation en fait dans ta boutique, donc ça peut s'installer sur un téléphone, une tablette ou directement sur un terminal de paiement. Donc Mmh tu mh. saisis le montant, ça génère un QR code, le client il vient avec son wallet, il paye. Donc Mmh. une fois que c'est installé, c'est hyper simple, d'utilisation. Ensuite, tu peux très bien te dire: «Bah, moi, mon panier moyen, il est un peu élevé». Par exemple, quelqu'un qui va acheter une voiture, il va pas utiliser sa carte bleue. Il n'est pas Mmh. pressé, en fait, donc il a le temps. Donc je vais plutôt faire des transferts, directement, on-chain. Mmh Donc mh. ça, bah, ça t'évite, en fait, d'avoir un prestataire qui va prendre sa commission. Mmh. Donc tu peux le faire, en fait, directement, en fait, de wallet à wallet. Donc les Ouais, premières personnes qui ont accepté les paiements, en bitcoin, elles faisaient comme ça. Donc tu fais ton transfert de wallet, bah, tu as ton bah wallet, oui, je te donne mon adresse, hop, je l'envoie. bien sûr, bien Donc sûr. ça aussi, c'est possible. Donc par exemple, en fait, dans ton cas, tu peux très bien te dire: «Bah, moi, bah, je vais faire de cette façon. Donc bah, si tu veux me payer ta formation, bah, voilà mon adresse de wallet et tu m'envoies, en fait, du stablecoin ou du bitcoin». Donc tu peux le faire comme ça ou sinon tu installes la gateway et du coup tu passes par eux pour générer un QR code et cetera. Mmh. L'intérêt de la gateway, en fait, dans le cadre d'une entreprise, c'est que ça te donne aussi le suivi. Parce Ouais. qu'ils ont des dashboards où, bah, pour le suivi de ta comptabilité, bah, c'est plus simple parce que tu vas pouvoir extraire, en fait, extraire, des informations, bah, qui a payé quoi à tel moment et l'envoyer à ton comptable. Et du coup, le comptable
Si, tu as tout reversé en euros, bah, il n'a rien à faire parce que de toute façon, en fait, c'est comme si quelqu'un avait payé avec sa carte bleue, donc Mmh, c'est mmh. complètement, en fait, transparent. Par contre, si tu as gardé une partie des cryptos dans ta trésorerie, il y a 2 façons de le classer. C'est soit comme une immobilisation incorporelle, donc bah, un actif, en fait, de l'entreprise, donc ça doit figurer, en fait, dans les actifs, de Mmh. l'entreprise. S'il y a une plus ou moins value, en fait, que tu les as vendus, à ce moment-là, en fait, ça rentre, en fait, dans le résultat et ça va être imposé, en fait, à l'IS. Ouais, c'est ça. Mmh. Maintenant, si tu les as utilisés un peu comme, surtout les stablecoins, en fait, que tu peux utiliser un peu comme actifs circulants, bah, voilà, c'est que ça circulait dans la société. À un moment donné, tu les avais, tu les as réutilisés. Mais toutes ces écritures comptables, en fait, elles sont simplifiées quand tu passes par une gateway parce que le comptable, il a toutes les informations et il peut les utiliser pour les retranscrire avec en fait, la réglementation qui est en vigueur. Parce que comme ça change aussi, lui, il a Ouais. besoin de toutes les infos. Il va se dire: «Bah, ça avant c'était comme ça, mais maintenant c'est comme ça». Donc si Mmh. tu le fais on-chain, bah, bonne chance en pour, pour lui transmettre ces informations. Mais ça te permet de payer moins cher et de profiter vraiment du fait que quand tu passes par la blockchain Bitcoin ou par Lightning, bah, tu payes vraiment moins cher tes frais de transaction, Bah, quoi. oui. C'est Mais comme tu le dis, c'est hyper valable pour des gros montants, c'est top. Ouais. Voilà, c'est top. Donc par contre, si tu passes par une gateway, effectivement, ils ont leur commission Mmh. parce que faut bien qu'ils se rémunèrent. Donc à grosse maille, ça se situe entre 0,3 et 1 de frais. Oui, donc c'est moins cher que Stripe. Voilà, c'est moins cher que Stripe et encore pire, en fait, quand ça concerne une entreprise où tu encaisses de l'argent de l'étranger parce que Stripe, j'avais vu dernièrement, en fait, sur leurs conditions générales, bah, quand tu encaisses, en fait, sur une carte bancaire qui vient de l'étranger, c'est 3,25 de frais, hein, Tout donc à fait. Moi, j'ai remarqué ça, que j'avais des frais qui différaient, selon le mode de paiement, ouais. voilà. Donc bon, on est très loin, en fait, des frais que parce qu'aujourd'hui, les gateways de paiement en crypto, elles ont le pouvoir d'être compétitives parce que le rail, en fait, sous-jacent est moins cher. Ouais, Parce ouais. que j'imagine que Stripe, bah, ils doivent passer, en fait, par tout un tas de mécanismes qui sont pas la blockchain encore aujourd'hui. Mmh. Donc, bah, pour faire leur marge, bah, ils sont obligés de taxer. Mmh Or, mh, en mmh. fait, les gens qui passent par la blockchain, bah, ils ont, en fait, cette marge de manœuvre, en fait, pour proposer des tarifs, attractifs parce que Ouais. la blockchain, mécaniquement, coûte moins cher. Et justement, la Google Pay qui va prendre les cryptos, ou je sais pas si c'est pas déjà fait, ils vont prendre la blockchain, tu crois? Ou c'est un système de blockchain ou? Google Pay, je ne sais pas, j'ai Apple pas vu ça. Pay Apple Pay ou Google Pay? Je sais Il me plus. semble que Apple, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est d'intégrer maintenant les paiements, d'accepter les applications qui, autorisent les paiements en bitcoin. C'était pas possible Ouais. avant. Donc aujourd'hui, tu peux installer une application, sur Apple et encaisser des paiements en bitcoin, en fait, via ton application. D'accord. Donc ça, c'est déjà pas mal. Par contre, quand tu regardes Stripe et PayPal, moi, ils se sont lancés dans une course, mais de dingue, sur le sujet des paiements, en crypto, quoi. Intéressant, intéressant. Et alors, ça donne quoi? Donc c'est quoi le qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bah, Stripe, en fait, ils ont fait des acquisitions, récemment. Ils avaient annoncé ils proposent, dans 100 pays, le fait de pouvoir avoir un espèce de compte, en fait, sur Stripe qui permet d'envoyer et de recevoir des stablecoins. Donc D'accord. c'est ça, voilà, ça se limite vraiment uniquement aux stablecoins. Donc ils ont acquis, en fait, une société dont le nom m'échappe, avec qui ils se sont associés, en fait, pour faire ça. Et là, ils ont fait tout un tas d'acquisitions, justement pour se positionner sur le secteur, en fait, des stablecoins. Côté PayPal, ils ont annoncé, récemment qu'ils allaient, ils permettaient, en fait, dans leur gateway de paiement, d'accepter les paiements directement, en dans une centaine de cryptos, dont Ouais. Bitcoin, Ethereum et les stablecoins. Par contre, le ce qui est un peu moins intéressant, c'est que les cryptos, elles sont directement converties, en fait, dans leur stablecoin, à eux. Donc il y a pas la possibilité de garder, en fait, du bitcoin, comme c'est le cas, en fait, sur d'autres gateways de paiement. Ah, les malins. Bah, ouais, tu parles trop de perte de contrôle, hein. Voilà, c'est ça. Et là, c'était pour la partie gateway de paiement, donc ce qui s'installe, par exemple, sur un site et cetera. Mais maintenant, en fait, dans leur, stratégie de paiement peer to peer, donc qu'on utilise, en fait, entre particuliers, par exemple, ils vont intégrer aussi, en fait, les cryptos dedans.
Donc on sent bien que de ce côté-là, ça bouge. Même les Mmh. néobanques, en fait, comme, Revolut, en fait, embarque aussi du Lightning. Donc tu peux Mmh. envoyer des bitcoins en Lightning, en fait, Mmh. avec, Mmh. Revolut. Bah, Revolut, ils sont bien avancés, hein. Franchement, je dois reconnaître qu'ils méritent, hein, vraiment, hein, je vois pas comment ça pourrait mal se passer pour eux. La seule chose, comme disait Marie Ricard, la seule chose qu'elle regrette, c'est que, bah, on laisse ça au c'est encore américain, enfin, c'est encore des boîtes, qui sont pas françaises. Nous, on passe notre temps à réguler, à réglementer. Pendant ce temps-là, vas-y, ça crache de l'USDT de partout, peu importe Je te la jure, voilà, modalité, c'est tu ça. vois? Ça craque de l'USDT de partout, c'est fou et le pire, c'est qu'on court après et que des fois, on n'a même pas conscience, en fait, qu'il y a quelque chose qui se joue. Parce que nous encore, en fait, on est à côté de tout ça, mais il y a des gens qui n'ont aucune idée, en fait, que, il y a un combat, en fait, des monnaies qui est en cours et que Mmh, c'est les vrai. États-Unis, ils ont pris une grosse longueur d'avance grâce aux stablecoins. Ah non, mais les mecs, mais c'est des franchement, on peut leur reconnaître quand même que c'est là-dessus, ils sont un peu géniaux, hein, parce Bah, ouais. qu'entre le pétrodollar, que ça y est, c'est fini le pétrodollar parce que tous les autres BRICS et tout, ils en veulent plus, ils font leur truc de leur côté. Bim! C'est là où on peut se poser des questions, tu vois ce que je veux dire? Si on revient à la tête de Satoshi. En tout cas, c'est qu'ils ont très bien manœuvré. C'est des bulldozers et ils arrivent quand même à faire dans la finesse, quoi. Ils nous ont fait vraiment, quelque chose qui était de la chirurgicale et de la précision, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bon, c'est possible, on en revient que la question, reste quand Voilà, même c'est ça. ouverte, hein, parce que Ou c'est alors peut-être que c'était un agent isolé qui a fait ça, mais non, mais quand même, voilà, ça y est, ils ont récupéré la tendance, pour refaire une hégémonie du dollar, quoi et puis, bah, même nous qui tentions de faire, avec la Société Générale un euro, qui soit pas le projet euro numérique, de la BCE, bah, on a laissé tomber, quoi. Bah, ouais. parce que la BCE, elle est en train d'aller, à contre-courant. Dernièrement, elle a annoncé que finalement le projet qui devait sortir, là, cette année, ça sera pas avant 2029. Ah, Et puis ah ouais, dans la foulée, là, il y a 9 banques, qui ont décidé de s'associer pour créer aussi un stablecoin adossé à l'euro. Moi, j'ai d'accord. envie de dire, c'est comme si on essayait de recréer les GAFAM, en fait, Ouais, en 2025. ouais, Ça veut dire ouais. que les GAFAM, il fallait les créer il y a 20 ans. Non, puis c'est assez marrant que ce soit encore, le privilège des banques et qu'on n'ait pas des entreprises, un peu start-up qui se mettent à faire ça, quoi. Elles pourront pas. Elles pourront pas parce que, il faut des moyens énormes, en fait, pour respecter MiCA. Mmh. Tous les acteurs, en fait, qui auraient pu, le faire, bah, peut-être les néobanques, pourquoi pas, mais on va dire des acteurs, du Web3, en France, ils sont tous déjà, mmh, à se demander comment ils vont faire, en fait, pour, avoir les moyens de respecter cette réglementation sur le Ouais, long terme. Donc c'est hyper lourd, pour eux. Donc de là à émettre un stablecoin, ouais, 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 ouais. Aïe, aïe, aïe. et en plus, en fait, en émettant un stablecoin euro, bah, tu perds en fait 98 du marché. C'est pour ça que, la Société Générale en fait, ils ont fait le fameux, Évidemment. euro CV, mais ils en ont émis un aussi en dollars Mmh. parce que ça reste quand même une entreprise. Ils sont là en fait, pour gagner de l'argent. Bah, si c'est les stablecoins dollars qui marchent, bah, ils en font et puis ils vont aller les vendre, hors Europe. Bien sûr, tout à fait, ouais. Ouais. Ah non, non, c'est sûr et quel avenir pour les Pax Gold, et compagnie dans ce cas, tu vois? Ça peut pas c'est pas vraiment un stablecoin du coup l'or, mais bon cette fameuse, ce token, adossé à l'or, c'est vachement Alors intéressant. moi, je trouve ça intéressant, mais de ma vision, après je connais très mal en fait le secteur de l'or, mais j'ai l'impression que ça va plutôt attirer, les gens qui sont dans la crypto et qui veulent s'exposer à l'or. Qui ont déjà en fait cette facilité d'utiliser un wallet et qui sont, Mmh. déjà, bien familiers de la blockchain. Donc ça va les attirer, d'autant plus que, quand on veut cash out, on va reprendre la première utilisation des stablecoins, de swapper et de rester dans l'univers de la blockchain et puis ça ne déclenche pas d'imposition. Certains pourraient se dire: «Plutôt que de basculer en fait sur un stablecoin dollar, Ah je bah, vais bien plutôt sûr. basculer en fait sur de l'or qui Ah bah, oui. reste quand même, un actif, solide quoi».
Bien sûr, bah, qui continue de grimper, hein, bien Mmh, évidemment. voilà, Ouais, bien ouais. évidemment, donc Bah, ça, du c'est la coup, stratégie, hein, en fait, hein. voilà, c'est ça, donc du coup, tu sors en fait, bah, de C'est mieux. Bah, des ouais, cryptos, surtout, voilà, tu vas, sur l'or, ça t'évite, l'imposition et tu as un actif qui continue à s'apprécier, donc moi, j'ai l'impression que, le cas d'usage, en tout cas de l'or tokenisé, il sera plus celui-là. mmh, Parce que les gens, en fait, qui sont dans l'or, souvent, ils achètent de l'or physique, mmh, ou certains qui veulent de l'or, dématérialisé, ils sont déjà plus portés par pour les de l'or ETF. papier, voilà, par les Mmh. ETF, quoi. Ouais, tout à fait. Mmh. Eh ben, je crois, ma chère Élodie, je pense que franchement, on a fait un un beau tour de table du monde, un tour du monde de la crypto, magnifique. Donc toi, ton mot de la fin, c'est que tu donnes ta confiance et ta foi, en Bitcoin? Bah, en tout cas, jusqu'à présent, après, on va dire, je me définis comme une bébé bitcoineuse parce que, bah, voilà, Bitcoin, comme je disais, je me suis mis à fond, en fait, sur Bitcoin, ça fait, 2 ans, voilà, on va dire 2 années pleines où, bah, j'étudie Bitcoin, de façon très, très approfondie, mais il y a encore beaucoup de choses, en fait, que je connais pas sur Bitcoin, Ouais. beaucoup de choses qui me restent à étudier, donc moi, je me considère, en fait, en voyage, en fait, avec Bitcoin. Mmh. Je suis vraiment au tout début de mon voyage. J'ai décidé de coupler ça avec une activité entrepreneuriale parce que je trouve que ça me pousse à ne pas me dormir sur mes lauriers, parce que quand je vais voir un client, il faut que j'en sache plus que lui, en fait, sur Bitcoin. Il faut que je me tienne au courant de l'actualité. Il faut que j'ai, en fait, cette capacité à vulgariser. Donc, ça m'oblige à rester au fait des choses et ce voyage, je trouve qu'il m'a apporté beaucoup parce que comme je te disais, moi, en tant qu'ingénieur, informatique, la monnaie, l'économie, les différentes tendances, en fait, sur un marché, alors là, Mmh. c'était pas du tout, en fait, mon truc. Mais bah, je me suis mise, j'ai commencé, à apprendre et ce que je disais tout à l'heure pour le fait que Bitcoin force les gens à apprendre des choses, bah, c'est très vrai, en fait, pour moi et moi, je l'ai expérimenté, quoi. Donc Mmh. voilà, mon mot de la fin, c'est intéressez-vous à Bitcoin, même si au final, vous arrivez à la conclusion que c'est pas un actif qui est fait pour vous et que vous n'avez pas envie d'en acheter. Au moins le voyage, en fait, que vous en apprenant, en fait, ce qu'est Bitcoin, ça vous aura appris beaucoup de choses. Mmh. Oh oui, je suis d'accord. On n'a pas beaucoup parlé de femmes, mais bon, tant pis, ça sera un épisode, sans émancipation financière des femmes. Des femmes et pourtant, c'est très, très important pour les femmes de s'intéresser à Bitcoin parce que c'est pas un truc que de mecs. Intéressez-vous à Bitcoin, mesdames, parce que, quand on parle d'émancipation et de souveraineté financière, c'est très vrai pour les femmes parce que beaucoup d'entre elles, en laissent les finances, à un mari qui est au courant, qui sait tout ce qui se passe sur les comptes. Là, Bitcoin, en fait, c'est votre argent. Si, en fait, pour des raisons X ou Y, en fait, bah, vous devez partir, en fait, d'un foyer, eh bien, Bitcoin, il pourra pas vous le saisir ou vous le couper, quoi. Tout à fait. Absolument. Eh bien, c'était ta vision, du bitcoin, ta vision de la crypto. C'était super, j'étais contente de parler avec toi et bah, on va faire des milliers de vues, hein, avec, cet épisode. J'espère. Merci Elodie. Merci Delphine. À bientôt. À bientôt.